have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. Don't try to make any stupid moves. No, he is a hijack. The American 11 is a hijack. Yes. Мир и прогресс народам всей земли. Une révolution populaire en Iran, une prise d'otage dans une ambassade, une autre à la Mecque, un assassinat de chef d'État en Égypte, une invasion militaire en Afghanistan, une série d'attentats aux Philippines, une réception officielle à Washington. Autant d'éléments d'un puzzle géant dont les pièces sont éparpillées aux quatre coins du monde et étalées sur un peu plus d'une vingtaine d'années. 22 ans précisément. C'est la durée qui sépare le début de cette histoire de ce matin du 11 septembre 2001, jour de la plus spectaculaire série d'attentats de tous les temps. Durant cette période, une multitude d'événements vont se succéder, comme un engrenage infernal qui nous conduirait inexorablement vers le jour J. Nous allons tenter de parcourir à nouveau cette route. Elle traverse un monde arabe en pleine mutation, un empire soviétique en déliquescence, une Amérique aux mains d'apprentis sorciers et objet peu à peu de toutes les haines. Nous nous arrêterons à chaque carrefour, à chaque moment où l'histoire aurait pu être autre. Mais en 22 ans, rien ni personne n'est parvenu à faire dévier le destin. Mektoub, disent volontiers les Arabes. Mektoub, cela veut dire « c'était écrit ». « 8243 jours nous séparent encore du 11 septembre 2001, lorsqu'éclate la révolution iranienne. Le Shah est renversé, laissant la place à un régime islamique mené par les dignitaires chiites du pays. Les États-Unis, qui perdent l'un de leurs principaux alliés dans la région, deviennent le grand Satan, et l'ayatollah Khomeini, le maître de l'Iran. Ce qu'on a retenu, c'est que les islamistes peuvent faire tomber le gouvernement d'une nation importante et prendre le pouvoir. Ça a démontré aux islamistes, vous voyez, les ayatollahs l'ont emporté en Iran contre le Shah. Malgré tout son pouvoir et toute sa fortune, il a été renversé par une rébellion populaire menée par les équivalents des mollahs. Vous pouvez faire la même chose dans votre pays. Tandis que le monde entier a les yeux rivés sur l'Iran, un groupe d'islamistes radicaux tente le coup de force à son tour en Arabie Saoudite. Le commando prend en otage des dizaines de milliers de pèlerins dans la grande mosquée de la Mecque. Lors de l'assaut final, des centaines de personnes trouvent la mort. 63 membres du commando sont décapités sur la place publique. Mais le vent de la révolte souffle dans toute la région, et malgré la répression des régimes en place, les circonstances historiques vont indirectement renforcer le pouvoir des islamistes. Pour comprendre l'importance des événements de la Mecque de 1979, il faut garder deux choses à l'esprit. D'abord, le déroulement des événements qui les ont précédés. Ensuite, les faits qui se produisaient au même moment. C'est-à-dire la révolution iranienne et l'invasion soviétique en Afghanistan. Ces trois facteurs ont fait des années 80 l'âge d'or de ce qu'on appelle la Sahwa, la Renaissance, ou le réveil du monde musulman.
L'opération Bourrasque 333 vient de commencer. C'est le nom de code donné par les Soviétiques à l'invasion de l'Afghanistan. L'armée rouge qui a pris contrôle de l'aéroport de Kaboul, en quelques heures, déferle sur la route qui traverse le pays d'est en ouest, la route des invasions. Au même moment, au Kremlin, la vieille garde du Politburo a toujours la main mise sur l'URSS. La décision d'envahir l'Afghanistan est pratiquement prise en secret, au plus haut sommet de l'État. Au sein du Politburo, deux personnages qui vont changer le monde voient cette intervention d'un très mauvais œil. Gorbatchev et moi, nous étions stupéfaits quand nous avons appris que l'armée soviétique était entrée en Afghanistan. Il y a 2 ou 3 membres du Politburo qui ont pris cette décision, pas plus. Dès le début, j'étais opposé à l'invasion, moi et Gorbatchev. Même aujourd'hui, j'ai encore le souvenir de la manière dont les gens ont été massacrés et des quantités de victimes des deux côtés. Les maisons détruites, les villes rasées. C'était de la barbarie. Bien sûr, l'Afghanistan a toujours été un pays impossible à conquérir. Personne n'y est jamais parvenu. On peut voir les choses de cette façon. Mais je pense que l'expérience américaine a montré qu'un pays pourtant infiniment plus puissant que le Vietnam ne pouvait pas gagner la guerre s'il était combattu par une nation entière. Il était impossible d'y parvenir. Et quand l'Union soviétique est entrée en Afghanistan, je suis sûr que les spécialistes qui définissaient la politique étrangère à Washington se sont dit « ce sera peut-être le Vietnam de l'Union soviétique ». Et ils avaient complètement raison. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Les durs du Politburo trouvent face à eux aussi durs qu'eux. S'engage un nouveau bras de fer, typique de la guerre froide, où Union soviétique et États-Unis se battent par pays interposés. Dès le début, en 1979, nous nous sommes dit que ça pourrait être le Vietnam des Soviétiques. Que cette guerre allait être beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Et qu'on pourrait très simplement faire monter les enchères en armant les combattants de la liberté afghans, en leur donnant des munitions et de l'argent, pour être sûr qu'ils puissent continuer le combat. Et donc que ça nous permettrait de saigner à blanc les soviétiques, ce qui les amènerait à se retirer. C'était en quelque sorte nos voyous contre leurs voyous. On voulait pour une fois que ce soit nos salopards qui gagnent contre les leurs. Il y avait là l'occasion d'infliger aux Soviétiques une défaite en Afghanistan qui serait aussi une défaite stratégique contre l'Union soviétique elle-même. L'histoire a montré que c'était vrai. Nous sommes en pleine guerre froide et en pleine redistribution des cartes dans le monde arabe. Depuis 1970, en Égypte, Sadat a remplacé Nasser et le pays a désormais quitté le camp soviétique pour le camp américain, au lendemain de la guerre dite d'octobre en 1973. Quelques années plus tard, en 1978, Sadat signe le seul accord de paix entre Israël et un pays arabe. Il fait suite aux accords de Camp David, arrachés par le président américain Jimmy Carter aux deux ennemis de toujours. Mais le geste de Sadat mécontente une partie de son peuple, et notamment les frères musulmans. Cette organisation qui prône un islam politique radical est apparue à la fin des années 20 pour lutter contre l'occupant britannique. Interdite ou à peine tolérée selon les époques, elle a toujours été perçue comme une menace par les pouvoirs en place.
Sadat va pourtant tenter de composer avec ce mouvement, traditionnellement très populaire en Égypte. Sadat voulait se donner une légitimité propre. Il voulait diriger en son propre nom. Qui s'opposait à lui? Les marxistes, les socialistes, les nasseristes? Lui qui était si pragmatique et même, on peut dire, opportuniste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les frères musulmans de prison. Il y a des preuves qu'ils ont reçu une aide gouvernementale, qu'on les a financés, qu'on les a aidés à s'organiser. On a la preuve formelle que la reconstruction du groupe s'est faite à l'époque avec la bénédiction et le soutien du gouvernement. Sadat a probablement oublié d'introduire un autre élément pour contenir ce nouveau démon. Quand on s'intéresse aux derniers jours de Sadat, il paraît tout à fait évident qu'il vivait assez isolé dans son propre monde. Il a commencé à se faire appeler le héros de la guerre et de la paix, le président loyal. Il faisait la couverture de Time Magazine, il passait sur CBS et il a perdu de vue ce qui était en train de se passer. Et ce qui était en train de se passer, c'est que les islamistes étaient désormais partout. Nous sommes donc allés au défilé. Sadat, bien sûr, était une personnalité très médiatique et il aimait être entouré par les médias. Il était donc entouré en permanence des journalistes et des caméras de télévision. Nous sommes allés au défilé, nous étions assis. Vous étiez là, vous? J'étais assis là-bas. J'étais assis à moins de 50 mètres à la gauche de Sadat. Et puis, la fusillade a commencé. S'il n'y avait pas eu le traité de paix, je ne pense pas que le djihad islamique aurait assassiné Sadat. Pour les islamistes, la Palestine était intouchable. Il ne fallait pas trahir la Palestine. Et je pense qu'aujourd'hui encore, elle est toujours au centre de la cause islamiste. Et pour eux, Sadat avait trahi la cause palestinienne. On peut faire sortir un lion de sa cage. Mais plus le lion grandit, et même si on le garde avec soi à la maison et qu'on le câline, et qu'on joue avec lui, ce qu'on ignore, c'est que le lion, une fois grand, oubliera tout ce que vous avez fait pour lui. Le meurtrier de Sadat a été arrêté sur les lieux. C'est un lieutenant de l'armée égyptienne. Mais en tout, ce sont près de 300 islamistes qui sont arrêtés pour l'occasion. Derrière les barreaux, les futurs cadres de la nébuleuse islamiste qui va œuvrer à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. La présence massive de la presse internationale va leur donner une tribune exceptionnelle, et notamment à celui qui se pose comme leur porte-parole, Ayman al-Zawahiri. This is our word by Dr. Ayman al-Zawahiri. Now we want to speak to the whole world.
Who are we? Who are we? Why did they bring us here? And what we want to say about the first question, we are Muslims. We are Muslims who believed in their religion in its broad meaning as both an ideology and practice. We believed in our religion both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic state and Islamic society. La ilaha illallah! La ilaha illallah! Tout au long de cette route du 11 septembre, pour en savoir davantage sur les personnages qui composent la galaxie islamiste, nous avons fait appel au service de Gérold Post. Il est spécialisé dans le profilage psychologique des différents leaders du monde arabe. Ce psychiatre a également conseillé la CIA en fournissant à l'agence les profils des grandes figures du terrorisme mondial. Who are we? Who are we? Why did they bring us here? Sur cette vidéo, nous voyons qu'il a des notes. Nous le voyons livrer des propos destinés à capturer l'attention du monde entier. Et ce fut le cas. Il est intéressant de noter qu'il a une formation de médecin. Comment un médecin peut-il devenir le leader d'une organisation terroriste violente? Cela contredit l'image du terroriste dans l'imaginaire collectif. Voilà un médecin qui a reçu une très haute éducation, qui est d'ailleurs chirurgien, et qui sera plus tard, entre autres, le médecin personnel d'Oussama Ben Laden, avec qui il a cofondé Al-Qaïda. Ce qu'Ayman al-Zawahiri a très bien compris, c'est que le terrorisme est, pour utiliser un cliché qui est néanmoins très juste, une guerre pour gagner les cœurs et les esprits. Le terrorisme relève toujours de la guerre psychologique, mais ils ont élevé cet aspect à un degré inédit. Les juges prononcent 5 condamnations à mort contre les assassins de Sadat. Ayman al-Zawahiri sera libéré après 3 années passées dans les geôles égyptiennes. Il y sera torturé et livrera les noms d'un certain nombre de leaders islamistes clandestins. Ces années sont capitales dans l'itinéraire d'al-Zawahiri. Elles ne font que renforcer son radicalisme et sa haine du régime, dans la droite ligne de son maître à penser, Saïd Qutb, le père spirituel de l'islamisme le plus radical. Cadre important du mouvement des frères musulmans, Qutb a été condamné à mort et exécuté en 1966. Montasser al-Zayat était un proche d'al-Zawahiri, qu'il a côtoyé durant leurs années de détention. Al-Zayat était à l'époque son avocat. Les 2 hommes ont été compagnons de route durant les années 80. Durant toute la période de sa détention, son esprit était marqué par les aveux faits au cours de ses interrogatoires, malgré son statut de grand cadre ou leader dans le monde des organisations secrètes radicales. Mais après sa sortie de prison, il a commencé à recouvrer son intellect et retrouver sa capacité à manœuvrer. Al-Zawahiri était très influencé par la pensée de Saïd Qutb. C'est la raison pour laquelle il disait fréquemment qu'il fallait faire chuter le régime. Il pensait que cela ne pouvait se faire sans une intervention militaire, et pour ce faire, il espérait toujours avoir au sein même de l'institution militaire des membres infiltrés. Ainsi, même s'il n'avait pas un rôle direct dans l'assassinat de Sadat, les services de sécurité ont pris la mesure du danger qu'il représentait.
En effet, ils se sont rendus compte par chance, après avoir mis la main sur lui, qu'il disposait de toute une organisation au sein des forces armées. Plus de 24 officiers. C'est là où résidait la dangerosité d'Ayman al-Zawahiri. Peshawar, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, est désormais la plaque tournante de la guerre contre les soviétiques. L'aide aux résistants afghans, les Moudjahidines, s'organisent avec le soutien des puissances occidentales, États-Unis en tête. Un important bureau de coordination est constitué à Peshawar, le MAC, pour Maktab al-Khidamat, appelé aussi le Bureau des services. C'est ici que transite l'Internationale des volontaires venus combattre les communistes aux côtés des Afghans. À la tête du bureau des services, un religieux d'origine palestinienne vénéré par ses troupes, Abdullah Azzam. Azzam est l'homme clé de la politique de recrutement des volontaires musulmans qui, au nom de la guerre sainte, le djihad, affluent du monde entier. Mon nom de guerre est Abdullah Anas. Mon vrai nom est Boudjema Bounoua. Je suis né en Algérie. Dans ma jeunesse, mon rêve c'était de mener le djihad pour Allah. C'était l'espoir de n'importe quel jeune musulman à l'époque. J'ai été l'un des fondateurs du bureau des services avec Cheikh Abdullah Azzam et à la fin de 1984, Oussama Ben Laden nous a rejoints comme cofondateurs. Il venait d'une famille riche et pouvait assurer toutes les dépenses du bureau. Quant à Zawahiri, c'est une autre histoire. Quand il est venu en Afghanistan, il est arrivé avec sa propre idée, qui était liée à la rivalité qui existait entre Tawhid wal-Jihad, ce groupe djihadiste égyptien, et les frères musulmans. Ils se détestaient. Donc, quand il a été libéré de prison et qu'il est arrivé à Peshawar, il ne faisait pas partie du bureau des services. Il n'était pas avec Cheikh Abdullah Azzam, Ben Laden et nous. Sa priorité était d'empêcher les gens sur place de rejoindre les frères musulmans. Et donc de ne pas suivre Abdullah Azzam, qui les aurait automatiquement menés chez les frères musulmans. Ça, c'était dans sa tête. Ce n'était pas vrai. Mais je pense que sa rivalité avec les frères musulmans en Égypte l'avait rendu complètement paranoïaque. Et il a amené ce conflit avec lui à Peshawar. Je me rappelle, j'étais le numéro 14 à la fin de l'année 83. À la fin des années 80, on était peut-être 3 ou 4 000 Arabes et musulmans. On était de plus en plus nombreux. Jusqu'en 88, Oussama Ben Laden, Cheikh Abdullah Azzam et nous tous, qui avions fondé le bureau des services, on travaillait ensemble. Mais fin 88, Oussama est parti rejoindre ce groupe djihadiste égyptien, le Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, et on y trouvait des gens comme Zawahiri, Sayyad Imam, Abdul Fadl. Ils ne participaient pas au djihad en Afghanistan. Ils étaient venus à Peshawar avec leur propre stratégie. Personne ne connaissait leurs intentions. Ils étaient très peu nombreux. Ils se sont mis au travail, ont été rejoints par Oussama Ben Laden. Ils ont formé un groupe et sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda.
pièces essentielles du puzzle apparaissent alors aux États-Unis, à 12 000 km de là. Nous sommes au milieu des années 80. Des informations sensibles en provenance de l'armée américaine parviennent directement aux islamistes d'Afghanistan via un canal mystérieux. Il faudra plusieurs années pour en connaître le responsable. Il est l'un des principaux acteurs que nous rencontrerons sur notre route du 11 septembre. Il s'agit d'un ancien officier de l'armée égyptienne, désormais citoyen américain, Ali Mohamed. Ali Mohamed vit aujourd'hui au secret, sous une fausse identité. 20 ans après, le mystère qui entoure son histoire est toujours aussi épais. Jack Clunan était à l'époque chargé de l'enquête pour le FBI. Depuis la guerre d'Afghanistan jusqu'aux attentats de 2001, il a suivi toutes les étapes et les ramifications du terrorisme islamique. Ali Abdul Saoud Mohamed était un personnage fascinant, très intelligent, et qui adorait parler de tout ce qui avait trait au monde des opérations clandestines. C'était un proche d'Ayman al-Zawahiri. Il était très hostile au gouvernement Moubarak. Comme vous le savez sans doute, il avait été exclu des forces spéciales égyptiennes en 1981 à cause de ses sympathies islamistes. Il a été impliqué dans une certaine mesure dans l'assassinat de Sadat. Partout où on regardait, on tombait sur ce type, Ali Mohamed. On se disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-il? Il va falloir le surveiller sérieusement. Ayman al-Zawahiri lui avait spécifiquement ordonné d'infiltrer l'appareil gouvernemental américain. Il a essayé de se faire recruter par le FBI. Il a certainement travaillé pendant un temps pour la CIA comme correspondant, mais pas très longtemps. Et ils ont eu le bon sens de se débarrasser de lui. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée à 34 ans, après avoir servi comme colonel dans les forces spéciales égyptiennes. 1987. Ali Mohamed est intégré dans les troupes d'élite du prestigieux régiment de Fort Bragg, en Caroline du Nord. Fait sans précédent, il continue ouvertement ses missions pour les Moudjahidines en Afghanistan, alors qu'il est soldat américain. C'est une violation de la loi de neutralité. C'est illégal. Il n'aurait pas dû pouvoir le faire. Que faisait Ali en Afghanistan? Quelle connexion établissait-il? Pourquoi on s'en remettait à lui? Est-ce qu'il fournissait aux Moudjahidines des informations qui pouvaient nuire aux intérêts américains? La réponse a fini par être très claire. Il travaillait pour Ayman al-Zawahiri à cette époque. Est-ce qu'on savait à l'époque qui était al-Zawahiri? Est-ce que dans les années 80, on considérait Ayman al-Zawahiri, islamiste égyptien, comme une menace? La réponse est non. On ne voyait pas les choses comme ça. Au cours de manœuvres militaires conjointes, les Égyptiens sont alarmés par la présence dans les rangs américains d'Ali Mohamed. Ils savent qui il est, connaissent ses connexions dans les milieux terroristes. Il est immédiatement rapatrié aux États-Unis, où l'affaire est classée sans suite. À l'évidence, Ali est un manipulateur. Il se croyait plus malin que la CIA, le FBI et le monde entier. Mon commandant à Fort Bragg, les autres officiers de l'unité, et aussi moi-même, nous demandions tous comment Mohamed Ali est-il arrivé aux États-Unis? Comment a-t-il atterri dans l'armée américaine? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des sanctions dans l'armée après cette histoire? Pas que je sache, non. Non. Pourquoi? J'en sais rien. Mais à votre avis? Je n'en sais rien, j'ai pas de réponse. Vous devez bien avoir une idée. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. À l'évidence, rien de tout ça n'aurait pu se produire s'il n'y avait pas eu quelque chose à l'œuvre à un plus haut niveau.
Mais ce que c'était, je n'en ai aucune idée. Pour tenter de comprendre ces dysfonctionnements, ces ratages et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête, il faut se rendre à Brooklyn, à 2 pas de Manhattan et des tours du World Trade Center. C'est ici que se trouve la petite mosquée Al-Farouk, carrefour essentiel de notre route pour les 10 ans à venir. La mosquée Al-Farouk de Brooklyn est à l'époque le siège du centre Al-Kifa, qui n'est autre que l'antenne américaine du bureau des services de Peshawar, dirigé par Abdullah Azzam. Le centre des réfugiés Al-Kifa avait clairement pour vocation de recruter des moudjahidines pour aller faire la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan. Mais à cette époque, on ne le voyait pas comme un danger, une menace intérieure. Je dirais qu'à l'époque, on le percevait plutôt comme une organisation étrange. Nous ne comprenions pas vraiment ce qu'étaient les moudjahidines, à part qu'ils luttaient contre ceux qui étaient à l'époque nos ennemis, les soviétiques. Alors, quel mal pouvait-il y avoir à cela ? Ça a fini par être un vrai dilemme. Et avec le temps, notre perception du centre des réfugiés Al-Kifa a complètement changé. Autour de la mosquée gravitent quelques individus qui s'entraînent ensemble au maniement des armes et aux techniques de combat. Officiellement, ils ont l'intention de rejoindre le djihad en Afghanistan. Et leurs activités n'inquiètent pas les autorités. D'autant que leur professeur est lui-même sous-officier dans l'armée américaine. Il s'appelle Ali Mohammed. Je comprends pourquoi les moudjahidines l'ont utilisé à leur avantage. Pourquoi se serait-il abstenu? Voilà un type qui est dans l'armée américaine, à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il a accès aux cartes, il a accès à tous les meilleurs livres et à toutes les données de référence que possède le gouvernement américain sur les opérations militaires. C'est lui qui, tout seul, a pris tout ce matériel d'entraînement, l'a traduit de l'anglais en arabe et l'a envoyé aux moudjahidines. Ali Mohammed a créé l'encyclopédie du djihad, le programme d'entraînement qui a été utilisé dans tout l'Afghanistan. En Afghanistan, la guerre s'enlise. Les soviétiques ont une totale maîtrise des airs, mais sur le terrain, les moudjahidines parviennent à contrôler une grande partie du territoire. Les États-Unis de Ronald Reagan décident alors d'intensifier leur politique de soutien aux résistants afghans. C'est l'heure de la guerre des symboles. La fraternité internationale soviétique contre le monde libre rangé sous la bannière américaine. Just as the Columbia, we think, represents man's finest aspirations in the field of science and technology, so too does the struggle of the Afghan people represent man's highest aspirations for freedom. I am dedicating on behalf of the American people the March 22nd launch of the Columbia to the people of Afghanistan. Reagan avait défini l'Union soviétique comme l'empire du mal. On parle de bien et de mal, ici on est dans le domaine du religieux. Car il y avait une croisade contre les communistes, les ennemis de Dieu. Et la droite chrétienne soutenait avec enthousiasme la politique qui consistait à combattre le communisme. Là où ça devient intéressant, et j'imagine que vous allez poursuivre dans cette voie, c'est que dans cette croisade contre les communistes ennemis de Dieu, qui avons-nous soutenu dans les années 80 en Afghanistan? Les fondamentalistes islamiques. Vous savez, à l'époque, le djihad, ce n'était pas un mot péjoratif. Aujourd'hui, le djihad, dans le vocabulaire américain, et je suppose que c'est pareil dans le vocabulaire européen, est devenu synonyme de terrorisme. Mais sous l'ère Reagan, quand les États-Unis soutenaient les combattants de la liberté afghans, djihadiste était synonyme de combattants de la liberté. C'est comme ça que Reagan, le grand communicant, appelait toujours les moudjahidines les combattants de la liberté. Reagan a ouvertement soutenu les djihadistes, y compris certains qui sont maintenant nos ennemis.
Nous poursuivons notre route en direction de McLean, dans la banlieue de Washington. Nous y sommes attendus par des agents de la CIA, chargés à l'époque de mettre en œuvre cette politique d'apprenti sorcier voulue par Ronald Reagan. C'est dans ce quartier cossu, à des années-lumière des conflits qui ravagent le monde, que se décide une partie du sort de la planète. J'ai commencé à travailler en décembre 1985 sur ce qui était, et est toujours, la plus vaste opération clandestine de la CIA, celle qui visait à soutenir les Moudjahidines afghans. Les services secrets pakistanais, l'ISI, ont joué un rôle majeur. Les Pakistanais entraînaient les Afghans, leur distribuaient les armes et franchement, ils faisaient un travail terriblement efficace. En termes de tactique, nous n'avions pas vraiment d'impact sur le terrain. Les Afghans faisaient ce qu'ils voulaient, et tant qu'ils tuaient des Soviétiques, c'était ça le but principal de l'opération. Donc nous n'avions pas à nous plaindre. Les armes sont livrées en masse aux différentes factions de la résistance afghane, selon un classement fourni par les Pakistanais. En tête de leur liste, les chefs islamistes les plus radicaux, ceux dont ils sont les plus proches, comme Gulbuddin Hekmatyar. Les Pakistanais nous disaient « c'est lui le plus efficace militairement ». Et donc, nous avions une liste qui disait qui tuait le plus de soviétiques, qui abattait le plus de cibles, et c'était Gulbuddin. Mais pourtant, ce dont les Américains ne se rendaient pas compte, c'était que les décisions des Pakistanais se basaient autant sur des intérêts politiques que militaires. Gulbuddin ne se comportait pas comme un islamiste à cette époque. Je ne le voyais pas comme un islamiste. Il avait des buts politiques, bien sûr, mais je pense que personne ne le voyait comme un islamiste qui allait s'associer à Ben Laden. On ne savait même pas qui était Ben Laden à l'époque. On ne l'a pas repéré avant plusieurs années. Majoritairement républicain, en phase totale avec la croisade anticommuniste du président Reagan, le Congrès vote sans hésiter les rallonges budgétaires nécessaires à la lutte contre les soviétiques en Afghanistan. Depuis le début des années 80, un accord secret passé avec l'Arabie saoudite prévoit même un doublement des crédits grâce au pétrodollar saoudien. Pour la famille royale saoudienne, ce n'était pas une mission islamique. C'était juste un service rendu aux Américains. Mais en fait, ça a aidé la cause islamiste, parce que ça a permis aux islamistes de se rendre en Afghanistan avec l'aide de leur gouvernement et sous protection américaine. Ça leur a permis de mener le djihad, la guerre sainte, grandeur nature. C'est la première fois qu'ils ont pu mettre en place le djihad à grande échelle. Pas seulement les Afghans, mais tous les Arabes qui voulaient se joindre au djihad. Les États-Unis sont les premiers à inciter les volontaires à partir pour le djihad en Afghanistan combattre les soviétiques. La CIA contrôle la filière de recrutement de ces islamistes qui, quelques années plus tard, deviendront leur bête noire. Il y avait des Palestiniens, des Libyens, des Libanais, des personnes d'Asie du Sud, des Pakistanais, des Indiens. La CIA et Ben Laden, qui était alors un atout, recrutaient des gens qui allaient aux États-Unis pour y être entraînés, éduqués, récompensés, débriefés. Et après, on les envoyait combattre les soviétiques en Afghanistan. En gros, on leur apprenait à faire sauter des choses et à en abattre d'autres. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je vous dise que la CIA n'a pas de commentaires à faire sur ce sujet.
Mais je pense que l'histoire mérite mieux. Il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire qui permette à l'agence d'aider des gens à avoir un visa. Je pense que si l'agence avait un intérêt opérationnel à faire entrer quelqu'un aux États-Unis, il y aurait une forte probabilité pour qu'elle demande de l'aide aux affaires étrangères. Je pense que ce serait la procédure normale. La CIA est très étroitement liée aux affaires étrangères. Entre un tiers et la moitié des gens qui travaillent aux affaires étrangères travaillent en réalité pour une des agences de renseignement. Ça reste dans la famille. Par exemple, la CIA peut délivrer au moins 50 cartes de résidents permanents, sans justification, pour des questions de sécurité nationale. Comment douter que la CIA ait eu des liens avec au moins quelques-uns des djihadistes au moment où ils luttaient contre l'armée soviétique? Ils avaient un but commun. Ben Laden ne cachait pas que pour lui, l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. On n'est pas obligé de coucher ensemble, mais on a un ennemi commun. Ils travaillaient ensemble, historiquement ça ne fait pas de doute, c'est maintenant avéré. Mais je ne suis pas partisan de la théorie du complot, des gens qui disent que Ben Laden est une créature de la CIA. Je ne suis pas non plus assez idéaliste pour penser que la CIA a fait tout ça pour les beaux yeux de l'islam. Ils avaient chacun leurs propres intérêts, des intérêts qui ont pu converger à un moment donné. L'Union soviétique tuait beaucoup de moudjahidines parce que ces derniers n'utilisaient pas correctement les armes antiaériennes qu'ils avaient, les SAM-7, ou alors parce qu'ils ne marchaient pas. Il s'est finalement avéré que ces SAM-7, acquis en Pologne, venaient d'une réserve de munitions que l'armée soviétique avait sabotée. Ils étaient donc parfaitement au courant que l'Ouest fournissait des SAM-7 aux moudjahidines et qu'ils ne marchaient pas. Le président Reagan décide que l'aide aux Moudjahidines ne sera plus clandestine. C'est le tournant de la guerre. La livraison de missiles américains Stinger à la résistance va changer le cours de l'histoire. Les Soviétiques ont été complètement pris par surprise. Ils ont complètement été pris par surprise quand les Stingers sont apparus. Et ils ont perdu beaucoup d'hélicoptères avant de réaliser ce qui était en train de se passer. Les missiles Stinger donnent soudainement l'avantage à la résistance. Et par la même occasion, aux volontaires arabes qui se battent à ses côtés. C'est l'apogée des djihadistes, de plus en plus grisés par les victoires qui s'enchaînent. Nous savions tous que les Arabes étaient actifs en Afghanistan et qu'ils voyaient ça comme l'opportunité de revigorer la doctrine du djihad. Mais à l'époque, ils étaient du côté des anges. Ils tuaient les Russes et ils étaient très contents de se battre et de mourir. Et on se disait, prenons les choses dans l'ordre. La guerre froide était clairement alors notre plus gros problème. L'Union soviétique se trouve dès lors face à un choix stratégique difficile. Augmenter massivement ses troupes en Afghanistan alors que l'Empire est déjà à bout de souffle, ou bien se retirer. Donc je suis allé en Afghanistan. Nous nous sommes réunis avec les officiers et les soldats. Environ 800 personnes assistaient à cette réunion.
En tant que membre du Politburo, j'ai pris la parole. Je les ai salués et je leur ai dit que j'avais une bonne nouvelle à leur annoncer. Le gouvernement soviétique a décidé votre retour au pays. Je m'attendais à ce qu'ils se lèvent pour m'applaudir. J'attendais des ovations. Personne n'a bougé. Ils ne voulaient pas rentrer. Parmi eux, plusieurs sont devenus des millionnaires. Certains vendaient des armes, d'autres faisaient du trafic d'or. Et du trafic de drogue. Et du trafic de drogue. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction, je leur ai dit, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Et puis l'Union soviétique s'est retirée en 89 et ça a été spectaculaire. Ça n'a pas été un retrait progressif comme nous sommes en train de le faire en Irak. Non, ça a été très impressionnant. Toutes les troupes soviétiques en une seule colonne, toutes celles qui restaient, elles ont traversé le fleuve Termez à la frontière avec l'Ouzbékistan. Un retrait spectaculaire, à une date précise. Et aux États-Unis, on s'est complètement désintéressé de l'Afghanistan parce que notre mission était de bouter les Russes, ennemis de Dieu, hors d'Afghanistan. Et c'était fait. Mission accomplie. L'Union soviétique, c'était réellement l'empire du mal. Si on avait laissé l'Union soviétique perdurer encore 10, 20, 50 ans, combien seraient morts, comparé aux 3000 victimes du 11 septembre? Si c'était à refaire, si on me demandait aujourd'hui, avec tout ce que nous savons maintenant, de prendre les mêmes décisions que celles que nous avions prises en 1985, oui, je le referais. Nous avons subi une conséquence inattendue du fait d'avoir temporairement soutenu et peut-être excité un mouvement islamiste violent. Tout cela dans le but de vaincre l'Union soviétique. Je pense que ça en valait la peine. Une fois l'envahisseur parti, c'est là que les choses ont commencé. Quand ces gens qui avaient désormais des armes, et des armes modernes, qui avaient gagné cette guerre et qui en étaient très fiers, ont commencé à se dire « Tiens, on pourrait aussi faire des choses ailleurs ». Dans les semaines qui suivent le retrait soviétique, les chefs de guerre afghans, jusque-là alliés contre l'envahisseur, se déchirent. L'Afghanistan sombre rapidement dans la guerre civile et le chaos. The end of the war in Afghanistan actually was a happy ending for the Arab fighters. La guerre d'Afghanistan s'est bien terminée pour les combattants arabes, mais dès le lendemain, ils ont déchanté. Oui, d'accord, l'Afghanistan a été libéré, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Une guerre civile entre moudjahidines. Les combattants arabes se sont retrouvés pris au piège. Ils ne savaient pas de quel côté se ranger, avec qui s'allier, qui a raison, qui a tort. Et l'autre problème, c'était où aller désormais. Ok, mission accomplie. Et maintenant? C'était une énorme erreur de la part des États-Unis de simplement se retirer, de quitter l'Afghanistan comme on l'a fait. Il y avait des millions de réfugiés qui ont traversé la frontière et qui vivaient dans les camps de réfugiés au Pakistan. Là encore, le lien avec ce qui se passe aujourd'hui est évident. Ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait, c'est de mettre en place un programme pour aider ces réfugiés à rentrer chez eux et reprendre leur vie. Mais
on avait décampé. Et donc, les camps de réfugiés ont continué d'exister. Et c'est de ces camps-là que viennent la plupart de ceux qui font les attentats suicides. Je pense qu'en abandonnant ce pays, en nous retirant et en leur coupant les vivres après avoir crié victoire, nous avons semé les graines du conflit actuel. Alors que l'Union soviétique, minée par l'échec afghan, entame sa décomposition, le monde entre en quelques semaines dans l'après-guerre froide. À Berlin, dans ce qui était encore à l'époque la RDA, la République démocratique d'Allemagne, un mur s'effondre. Le monde se prend à rêver, à espérer. Mais rapidement, l'incertitude ramène les grands de ce monde à leur vieille querelle. La guerre du Golfe est le premier conflit de l'après-guerre froide. Affranchi de la tutelle soviétique, l'Irakien Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït voisin. Les pays arabes s'allient sous la bannière américaine contre lui. Les moudjahidines afghans font les frais de ces nouvelles alliances. Ils ont éprouvé beaucoup d'amertume à l'égard des Américains et se sont sentis insultés, humiliés. Ils ont cru qu'ils seraient récompensés par des maisons, du travail, une vie meilleure. Mais à la place, ils se sont retrouvés abandonnés, complètement perdus. Après ce qui est arrivé à l'Union soviétique en Afghanistan, la CIA s'est approprié le mérite des opérations clandestines qu'elle avait menées. Les Saoudiens se sont appropriés le mérite de l'argent et des personnes qu'ils avaient envoyées pour faire le djihad. Tout le monde s'est attribué le mérite de la victoire, mais ils ont tous oublié les forces combattantes islamistes, pour qui le mérite revenait à Allah. Et personne n'a pensé à mettre en place une véritable stratégie ou une politique pour contenir ces forces. En fait, ils ont fait l'inverse. Les moudjahidines qui voulaient retourner dans leur pays n'ont pas pu pour la plupart. Ils étaient indésirables. Aucun gouvernement arabe ne voulait les accueillir à nouveau parce qu'ils étaient vus comme une menace. Alors certains sont allés poursuivre le djihad en Bosnie, d'autres sont ensuite allés en Tchétchénie. Ils étaient là, il y avait toute une armée de djihadistes expérimentés. Certains pour le combat, certains pour l'espionnage, d'autres pour les relations avec les médias, enfin dans tous les domaines. Il leur fallait juste quelqu'un pour les rassembler. Oussama Ben Laden va trouver dans les suites de la guerre du Golfe la cause qui va lui permettre de fédérer cette armée djihadiste derrière lui. Saddam Hussein a bien quitté le Koweït, mais il reste le maître de l'Irak. La coalition internationale renonce à le poursuivre jusqu'à Bagdad. Mais les troupes américaines ne quittent pas la région, notamment l'Arabie saoudite qui reste leur base principale. La présence prolongée des troupes américaines sur la terre sacrée de la péninsule arabique fait monter la colère dans le monde musulman. Les Saoudiens nous envoyaient toutes sortes de signaux pour nous faire comprendre qu'il était peut-être temps que nous partions. Je me rappelle avoir dit à Washington que c'était un peu comme après un dîner. Votre hôte s'est levé, sa femme est allée se coucher, il vous dit qu'il doit sortir le chien, il a éteint la lumière et l'air conditionné, mais vous restez assis, vous ne partez pas, vous ne comprenez pas que vous devez partir. Et le fait que nous n'ayons pas compris, que nous soyons restés si longtemps, alors que nous n'étions plus les bienvenus, est une des raisons pour laquelle Al-Qaïda a pu s'implanter en Arabie saoudite. Sans cette désinvolture,
cette complaisance vis-à-vis du soutien saoudien, Al-Qaïda n'aurait probablement pas pu recruter ces 19 pirates saoudiens pour les attentats du 11 septembre. Depuis le retrait soviétique d'Afghanistan, le conflit qui déchire la direction du bureau des services de Peshawar s'est déplacé sur le sol américain. Avec comme point névralgique la mosquée Al-Farouk, à Brooklyn, une adresse que nous retrouvons à ce stade de notre itinéraire. C'est ici que se trouve l'antenne américaine de ce centre de coordination monté lors de la guerre d'Afghanistan par le religieux palestinien Abdullah Azzam. Azzam vient d'être assassiné à Peshawar. Quelque temps plus tard, le responsable de l'antenne de Brooklyn, Mustafa Chalabi, est tué à son tour. Les soupçons se portent rapidement sur son associé au sein du centre de Brooklyn, le cheikh Abdelrahman. Le cheikh aveugle, très actif dans le recrutement des combattants pour l'Afghanistan, est l'un des leaders du clan des Égyptiens, aux côtés d'Al-Zawahiri. C'est à la suite d'une dispute avec le cheikh aveugle que Chalabi est assassiné à Brooklyn. À ce jour, l'assassinat de Mustafa Chalabi n'a pas été élucidé. Mais nous sommes parvenus à en comprendre les causes. Chalabi était le représentant d'Abdullah Azzam. Mais il était aussi égyptien et faisait partie de tout ce groupe d'Égyptiens fidèles au cheikh aveugle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le cheikh est arrivé aux États-Unis, ça a provoqué une division. Les gens qui voulaient rester fidèles à Azzam et suivre ses directives se retrouvaient en opposition au cheikh. Ce que voulait faire Azzam, l'idée d'Azzam, c'était « Je vais faire venir tous ces gens pour qu'ils se battent contre les Russes. Et quand on aura gagné, tout le monde rentre chez soi et on reprend une vie normale. On met les Russes dehors et la guerre est terminée. » Pour les gens comme le cheikh aveugle, et même Ben Laden, si on y pense, ce n'était pas la fin, c'était le début. Le 5 novembre 1990 a lieu ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier attentat commis aux États-Unis par cette nébuleuse qu'on n'appelle pas encore Al-Qaïda. Le rabbin extrémiste israélien Meir Kahana est tué en plein Manhattan. L'assassin, El Saïd Nosser, est blessé lors de l'attaque. Le FBI réalise alors que Nosser a été photographié lors des entraînements des islamistes de la mosquée de Brooklyn. Après l'assassinat de Meir Kahana, je crois que nous avons découvert l'importance de Sayed Nosser et de ses connexions à l'étranger. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des groupes comme les Frères musulmans ou la Gamma al-Islamia qui avaient des représentants ici. C'était un réseau bien plus large avec des interconnexions multiples, depuis la guerre en Afghanistan jusqu'aux Moudjahidines et ce qu'ils voulaient accomplir en tant qu'organisation. Mais les enquêteurs du FBI peinent à prendre conscience des connexions précises qui unissent les premières pièces du puzzle. Des sous-sols de la mosquée Al-Farouk de Brooklyn jusqu'en Afghanistan, en passant par l'Égypte et le Pakistan, une figure d'ensemble commence à peine à apparaître. C'est un avocat new-yorkais qui, le premier, va réaliser les liens qui unissent ces différents éléments. Il s'appelle Roger Stavis. Il a été commis à la défense d'El Nosser, l'assassin du rabbin Kahana. La ligne de défense de Maître Stavis est simple. Son client fait partie d'une organisation soutenue par les services de renseignement américains. Il commence à fouiller, exhume des documents confidentiels.
Dès que j'ai commencé à travailler sur cette affaire et à examiner les documents qui avaient été saisis au domicile de M. Nosser, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses sur l'Afghanistan. J'ai trouvé des documents qui venaient de Fort Bragg, de l'école de guerre Kennedy à Fort Bragg. J'ai vu des manuels d'entraînement de tir, des brochures pour apprendre à identifier les appareils soviétiques, les avions, les blindés, tout ce genre de choses. Et si je pouvais montrer que ces personnes se concentraient sur l'Afghanistan, qu'ils aidaient les Moudjahidines conformément à la politique étrangère américaine des années 80, alors je pouvais démontrer qu'ils n'étaient pas en train de mener une guérilla urbaine contre les États-Unis, mais qu'ils faisaient partie, comme je l'ai dit dans mon plaidoyer, de l'équipe de l'Amérique. Alors j'essayais de montrer dans ma défense qu'il y avait un triangle qui allait de Fort Bragg jusqu'à New York, puis en Afghanistan, et qui retournait à Fort Bragg. Et la clé de l'histoire, c'était le sergent Ali Mohammed. Ali Mohammed réapparaît précisément à ce moment de l'histoire. Stevis découvre que c'est lui qui est à l'origine de la fuite des documents secrets retrouvés chez Nosser. Ali Mohammed, alors sergent dans l'armée américaine, se servait de ces documents tandis qu'il assurait l'entraînement au combat du groupe d'islamistes dont Nosser faisait partie. Il est alors le témoin clé dont Stevis a impérativement besoin pour appuyer sa ligne de défense. Mais Ali Mohammed est introuvable. Je ne savais rien de ses intentions réelles. Je ne pouvais pas le trouver. Je ne savais absolument pas pour qui il travaillait en réalité. Et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas le trouver. Je voulais qu'il témoigne. J'ai envoyé des enquêteurs à sa recherche pour lui remettre une assignation à comparaître qui l'aurait obligé à venir témoigner. Et d'ailleurs, sa femme en Californie ne l'avait pas vu depuis 1 an à l'époque. Ali Mohammed se trouve pourtant bien en Californie. Mais seuls quelques agents du FBI le savent. Contre toute attente, il vient d'accepter l'invitation à dîner de Jack Clunan, qui cherche à l'utiliser. Il était très suspicieux, et il avait de bonnes raisons de l'être, parce qu'il savait tout ce qu'il avait fait au cours de ces dernières années et qui il avait côtoyé. Donc il est venu un soir dîner avec quelques agents et un substitut du procureur fédéral, Pat Fitzgerald, un type formidable, et on a discuté ce soir-là avec Ali. Et je me rappelle qu'après ce dîner, Pat Fitzgerald m'a dit avec un sourire un peu pincé, « C'est peut-être l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. » Et nous avons décidé que nous avions besoin de sa coopération parce qu'il nous disait toutes sortes de choses. Il nous disait qu'il pouvait disparaître dès qu'il le voulait, qu'il avait des contacts à l'étranger, qu'en fait, il était encore en activité. Nous avons d'abord pensé qu'il exagérait, qu'il inventait ces choses. Mais plus on creusait, plus on se rendait compte qu'il était tout à fait sérieux et qu'il comprenait très bien l'histoire d'Al-Qaïda, qu'il comprenait ce qui se passait en Afghanistan et qu'il avait aidé à y mettre en place des camps d'entraînement. Il savait où se situaient les camps d'entraînement. Il savait quel était le programme d'entraînement des Moudjahidines. Il avait été opérationnel. Donc, nous avons décidé de le convaincre de coopérer. Les connexions se précisent et se multiplient. Ali Mohammed est lié à Ayman al-Zawahiri, qui l'a chargé d'infiltrer l'armée américaine. Lorsque quelques années plus tôt, lors du procès des assassins de Sadat, Zawahiri prend à témoin la presse internationale, à quelques mètres de lui, se trouve un autre personnage clé du clan des Égyptiens, le cheikh Abdelrahman, alias le cheikh aveugle. Cheikh Abdelrahman Cheikh Abdelrahman est un personnage assez intrigant. Il est devenu aveugle alors qu'il était encore enfant, à cause de son diabète. Il a toujours eu beaucoup de charisme. Pas malgré sa cécité, mais en partie grâce à celle-ci. Je crois que cette apparence fragile fait partie de son charisme. Beaucoup de leaders charismatiques ne sont pas des individus très solides, bien au contraire. Et c'est de ces individus à l'apparence fragile
que viennent ces mots puissants, porteurs de la vérité avec un grand V. Il a longuement été torturé, pendant 3 ans environ, pour avouer son rôle dans la mise en place du climat qui a conduit à l'assassinat de Sadat. Au bout du compte, il n'a pas été condamné, en partie à cause de sa cécité. Comment condamner un homme en raison de ses seuls propos? Le FBI commence à s'intéresser de près au cheikh aveugle, depuis que de nombreuses cassettes de ses sermons ont été retrouvées au domicile d'El Saïd Nosser, l'assassin du rabbin Kahana. C'était très difficile d'obtenir des informations internes. Nous avions acquis beaucoup de renseignements auprès des personnes qui observaient ces groupes de l'extérieur. Mais nous avions du mal à obtenir des informations de première main, venant de ses proches. Le FBI recrute alors un informateur dans la communauté égyptienne, qui parvient à infiltrer le groupe en se mêlant aux fidèles du cheikh. Par peur de représailles, l'homme, qui s'appelait alors Emad Salem, a depuis changé d'identité et vit dans la clandestinité. Il a modifié son apparence pour cet entretien. John Antisef, l'agent John, est venu me voir un jour avec l'agent Nancy Floyd. Et ils ont dit, nous voulons vous montrer une photo. Connaissez-vous cet homme? J'ai dit, bien sûr, c'est Cheikh Omar Abdelrahman. Qui est Cheikh Omar? J'ai répondu, il fait partie des gens qui ont commandité l'assassinat de mon président. Eh bien, devinez quoi? Il est en Amérique. J'ai dit, cela me surprend parce que je sais que depuis qu'il a fui l'Égypte, il est sur la liste des terroristes et qu'il ne devrait pouvoir entrer nulle part. Ils m'ont répondu, eh bien apparemment, il a réussi à venir en Amérique et il vit dans le New Jersey. À ce jour, je ne sais pas pourquoi le cheikh aveugle a reçu un visa pour venir aux États-Unis. Il n'y a jamais eu d'explication satisfaisante. Je crois que même la commission sur le 11 septembre n'a pas pu connaître le fin mot de l'histoire. Clairement, tout le monde savait qui était le cheikh aveugle. Nous savions quel était son discours. Nous savions qu'il représentait une vraie menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Cheikh Omar a demandé à son correspondant à la CIA de pouvoir venir aux États-Unis. C'était sa récompense pour ses efforts lors de la guerre contre les Russes, la guerre russo-afghane. Et d'une façon ou d'une autre, ça a été accepté. Il a reçu sa récompense et a pu entrer aux États-Unis. Tout ce qu'il dit a valeur de loi. Tous ses ordres doivent être obéis. Si l'on fait partie de ce groupe, ce qui a été mon cas par la suite, il faut lui donner la bay'a, ce qui signifie lui donner sa vie, lui dédier entièrement sa vie. Et une fois qu'il a accepté votre vie, s'il vous demande d'aller vous faire sauter quelque part, vous êtes obligé de le faire, ou de vous jeter par la fenêtre. Il est désormais le propriétaire de votre existence. Emad Salem parvient peu à peu à se joindre au premier cercle des fidèles du cheikh aveugle. Il reçoit l'ordre de l'accompagner en voiture à Détroit, à près de 1000 km au nord-ouest de New York. J'étais assis près de lui et il me pose une série de questions. Ce que je faisais dans l'armée, ce que j'avais comme expérience. Je lui dis, j'étais un très bon tireur. Je faisais partie de la division des armes et munitions. Je m'occupais des bombes, des missiles, ce genre de choses. Il me répond, d'accord, voilà pour toi l'occasion de plaire à Dieu. Le président Moubarak vient mercredi.
Prépare ton fusil, pointe-le sur sa poitrine et tue-le. Ça m'a pris un quart de seconde pour me remettre du choc. Ensuite, bien sûr, nous sommes arrivés à Détroit. J'ai appelé mes amis égyptiens et j'ai dit au FBI d'annuler la visite de Moubarak. Le voyage a finalement été annulé. Le président Moubarak n'est pas venu. Donc Dieu merci, je n'ai pas eu à prendre part à ce type d'activité. Emad continue de fréquenter le groupe des islamistes liés à la mosquée Al-Farouk de Brooklyn et à El Nosseir. Désormais totalement infiltré dans le groupe, il ne peut plus reculer. J'étais à Brooklyn avec Ibrahim El Gabroni, le cousin de Sayed Nosseir. Il m'a dit, mon frère, il faut qu'on fasse quelque chose pour mettre la pression au gouvernement, afin qu'il ne fasse plus de problème à Sayed. Je lui dis, bien sûr, on doit faire quelque chose. Il me dit, ok, tu sais comment fabriquer une bombe? Je lui dis, bien sûr, c'est notre métier. Il dit, ok, je veux que tu fabriques des bombes. Et je te dirai après, qu'est-ce qu'il te faut? Alors je dis à Ibrahim El Gabroni, il me faut des explosifs, des détonateurs, des gens pour m'aider à fabriquer les bombes, et un endroit sûr pour les fabriquer. Il me dit, ok, je passe quelques coups de fil en Afghanistan. En tant qu'atout de renseignement, comme on dit dans notre métier, on lui avait promis qu'il n'aurait pas à témoigner devant un tribunal dans une affaire criminelle. C'était comme ça. Quand on l'a engagé, on pensait que le problème ne se poserait pas de sitôt. Et donc, quand il s'est retrouvé dans des projets d'assassinat et de confection de bombes, on a dû évidemment passer à la vitesse supérieure. Il fallait passer d'une opération de renseignement à une enquête criminelle. Et il fallait recueillir des preuves pour pouvoir arrêter ces personnes. À ce moment-là, le témoin numéro 1, c'était Emad Salem lui-même. Et il ne voulait pas témoigner. Nous essayions de le convaincre de porter un micro lors de ces rencontres avec ces personnes et des discussions qui tournaient autour des assassinats, des meurtres et des bombes, pour qu'il puisse les enregistrer. Il a refusé. Comme je l'ai dit, il était très buté, très orgueilleux, et on ne pouvait pas lui faire faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et nos supérieurs voulaient qu'il porte un micro. Et malheureusement, ça a tourné au bras de fer. Alors ils lui ont dit comme ça, si tu ne portes pas de micro, si tu ne témoignes pas devant le tribunal, on arrête de te payer. C'est devenu une ridicule affaire personnelle. Il a d'ailleurs dit, je cite, « Espèce de salopard, tu arrives du Moyen-Orient avec encore du sable dans tes chaussures et tu montes dans mon bureau pour me dire comment diriger le FBI et comment faire mon boulot. » Je lui ai dit, « Monsieur, je fais votre travail. Aucun de vos agents n'aurait pu s'infiltrer si profondément dans cette organisation, et moi je l'ai fait. Vous ne le faites pas. » Ça l'a encore plus énervé, et il m'a dit, « Sors d'ici. » Je suis sorti de son bureau. J'ai regardé Nancy et John, et je leur ai dit, « Les gars, quand cette bombe sera construite et explosera, pas la peine de venir me voir. » Et c'était fini. Je suis parti. Le FBI tente de poursuivre ses investigations, mais il vient de perdre son meilleur atout. Dans son esprit, Emad Salem ayant quitté la scène, le groupe terroriste n'a plus d'artificier à sa disposition. C'est une terrible erreur.
Le cheikh aveugle et ses contacts en Afghanistan ne tardent pas à trouver un remplaçant à Ahmad Salem. Il arrive quelques jours plus tard à l'aéroport Kennedy de New York par un vol en provenance du Pakistan. Et qui débarque aux États-Unis en septembre 92? Ramzi Youssef. Tout de suite, il se met en contact avec les mêmes personnes et devient leur artificier à la place de notre informateur, Ahmad Salem. Et c'est lui qui fabrique la bombe de l'attentat du World Trade Center de 93. Le 26 février 1993, les 2 tours du World Trade Center de New York sont les cibles d'un attentat à la voiture piégée. Les 680 kilos de la bombe au nitrate confectionnée par Ramzi Youssef étaient destinés à faire basculer la première tour sur la seconde. Son plan a échoué, à quelques kilos d'explosifs près. 6 personnes sont tuées dans ce premier attentat et plus de 1000 blessés. Mais la bombe était placée à l'emplacement exact qui aurait pu provoquer l'effondrement des 2 tours, 8 ans avant le 11 septembre 2001. Les agents du FBI sont consternés. Personne n'avait jusque-là pris conscience de la toile qui s'est tissée sous leurs yeux. Pour être tout à fait honnête, j'étais effondré. Je me suis repassé plusieurs fois ce moment dans ma tête. Mon beeper a sonné, c'était le détective Napoli. Je l'ai rappelé, il m'a dit « Tu ne vas pas le croire ». Ils ont retrouvé les débris du van qui a servi à transporter les explosifs. Il a été loué à Jersey City par la compagnie Ryder. Et la personne qui l'a loué s'appelle Mohamed Salameh. Et laissez-moi vous dire, j'ai fait « Oh mon Dieu, on a des photos de Mohamed. On a des photos de Mohamed à l'entraînement. C'est un ami de Nosser, c'est un ami de tous les types que nous surveillons depuis des années. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est justement les types qu'on surveille. » Vous savez, la raison pour laquelle on les a tous arrêtés si vite, c'est parce qu'on était renseignés sur eux. Malheureusement, pas assez pour empêcher l'attentat. Février 1993. L'Amérique est victime du premier attentat terroriste commis sur son sol. Les poseurs de bombes ont frappé ce qui est pour eux le symbole de la puissance financière et politique des États-Unis. Les tours du World Trade Center. Les tours ont résisté, mais le compte à rebours est lancé. Nous sommes sur la route qui va nous mener jusqu'aux attentats du 11 septembre. Elle a commencé en 1979 et passé par Téhéran, Kaboul, La Mecque, Le Caire, Moscou et Washington. Elle a vu l'ascension des djihadistes, recrutés, entraînés et armés par les États-Unis pour se battre contre les soviétiques en Afghanistan. Mais en 1989, le monde a basculé. L'URSS a commencé sa décomposition. Américains et djihadistes perdent leur ennemi commun. Rendus euphoriques par leur victoire sur l'Union soviétique, les islamistes se tournent contre leurs anciens protecteurs, emmenés par des leaders dont la haine de l'Occident a grandi dans les geôles égyptiennes, comme Ayman al-Zawahiri et le cheikh Abdelrahman, alias le cheikh aveugle. Pour ce clan des Égyptiens, la victoire contre les soviétiques n'est pas la fin, mais le début de leur combat, qui se poursuit désormais sur le sol américain. Le FBI accentue alors sa surveillance du cheikh, parvenant même à infiltrer sa garde rapprochée grâce à Ahmad Salem, l'artificier des terroristes qui travaille en réalité pour le FBI. Mais à la suite d'une brouille avec sa hiérarchie, Ahmad abandonne sa mission. Les terroristes lui trouvent très vite un remplaçant, un jeune ingénieur de 34 ans, Ramzi Youssef. Quelques semaines plus tard, la bombe est prête. Elle explose le 26 février 1993 dans les sous-sols du World Trade Center. La route de la terreur prend désormais la forme d'une course contre la montre.
où les terroristes conserveront toujours une longueur d'avance, jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Dans les jours qui suivent ce premier attentat contre le World Trade Center de New York, le FBI tente de convaincre Emad Salem de reprendre sa mission d'infiltration parmi les fidèles du cheikh Abdelrahman, le cheikh aveugle. Avec $1 million à la clé, Emad accepte et parvient rapidement à devenir son assistant personnel. J'arrivais chez lui à 7 h du matin, je préparais le repas, je faisais le service pour lui et pour ses invités s'il en avait, je faisais la vaisselle, je l'emmenais aux toilettes. Il est aveugle, donc il ne peut pas marcher tout seul. Alors je lui enfilais ses pantoufles et ainsi de suite. Un des disciples du cheikh Omar s'appelait Sidi Gali. Un jour, il a commencé à me parler de faire sauter quelque chose dans ce pays. J'ai répondu, c'est une bonne idée, on devrait le faire. Il a mentionné différentes cibles. Le World Trade Center, de nouveau, pour que les Américains comprennent bien qu'on peut les frapper n'importe quand. Et il a aussi parlé d'une réserve d'armes militaires sur la 96e rue et d'autres cibles potentielles. Emad m'a transmis l'info dans les jours qui ont suivi. On était face à un nouveau complot. On avait un entrepôt qu'on utilisait dans une autre opération d'infiltration et on a dit à Emad de proposer cet entrepôt à Sidi Gali pour y installer leur quartier général et pour y mener l'opération. On a planqué des caméras, on a mis un micro sur Al-Salem pour pouvoir entendre ses conversations, on a fait des heures de surveillance, on a fait des enregistrements vidéo des conspirateurs, on a suivi tout ça avec beaucoup d'attention. On passait des heures dans l'entrepôt à mélanger des produits chimiques. Avec les vapeurs, c'était l'enfer. Il y avait 5 bombes dans le hangar. Et avec la chaleur, à la moindre étincelle, au moindre faux mouvement, 2 ou 3 pâtés de maison auraient été rayés de la carte. À ce moment-là, on avait 5 bombes. Chacune pesait 700 kilos. En termes de puissance, c'était l'équivalent de la bombe utilisée pour l'attentat d'Oklahoma City. On avait une bombe pour le Holland Tunnel, une pour le Lincoln Tunnel, une pour le Washington Bridge, une pour les Nations Unies et une pour l'immeuble du FBI. Le danger potentiel était énorme. On essayait de garder la situation sous contrôle grâce à notre informateur et notre travail de surveillance. Mais ces hommes voulaient faire sauter simultanément le pont et les tunnels qui relient New York au New Jersey, le bâtiment des Nations Unies et les bureaux du FBI à Manhattan. Des milliers de gens seraient morts noyés dans les tunnels sous l'Hudson. C'était un complot de grande envergure et extrêmement dangereux. Le FBI, qui contrôle l'ensemble de l'opération, décide alors d'attaquer la tête du réseau. Et la tête, pour les enquêteurs, c'est le cheikh aveugle. Il serait l'homme qui, au nom d'Allah, autorise et incite même les fidèles à attaquer les Américains. Équipé d'un micro, Emad va tenter de le compromettre. J'ai emmené le cheikh dans la cuisine, qui était toute petite, et je lui ai dit que Siddig et moi avions commencé à construire quelque chose d'énorme pour les Nations Unies.
Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, si c'était acceptable ou si c'était illicite. Le cheikh Omar m'a répondu que ce n'était pas illicite, que c'était OK, mais qu'il ne fallait pas le faire. J'ai demandé pourquoi il ne fallait pas le faire. Et il m'a dit que ça valait mieux. Ensuite, il a mis sa bouche tout près de mon oreille gauche parce que je le maintenais du bras gauche. Et il a chuchoté. Cet enregistrement, réalisé par Emad Salem, est pour la justice américaine la preuve de l'implication du cheikh dans les actions terroristes du réseau. Dans la nuit du 24 juin 1993, Mary Jo White donne l'ordre au FBI d'arrêter l'ensemble du réseau. Interpellé peu après, le cheikh aveugle est condamné à la prison à vie. Mais l'auteur du premier attentat de 1993 contre le World Trade Center, quant à lui, court toujours. Pour les Américains, Ramzi Youssef est désormais l'ennemi public numéro 1. Ramzi Youssef est né au Koweït de parents pakistanais et palestiniens. Donc, dès sa plus tendre enfance, il avait été sensibilisé à la cause palestinienne. Et il avait une haine très forte envers l'Occident, et en particulier envers Israël. Une haine ancrée au plus profond de lui. On a affaire à quelqu'un qui avait toutes les connaissances techniques pour jouer un rôle très actif dans la mise au point d'explosifs et dans la planification des opérations. Une autre facette intéressante de Ramzi Youssef, ce sont ses liens familiaux. Il est le neveu de Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attaques du 11 septembre. Le radicalisme est donc ici une tradition familiale. À cela, il faut ajouter que tous les deux avaient eu des contacts avec Sheikh Abdul Rahman. Fin 1994, le djihad a un nouveau champ de bataille, les Philippines. Les combattants arabes affluent vers l'archipel en proie à une guérilla islamiste. Parmi eux, Khalid Sheikh Mohammed et son neveu Ramzi Youssef. Les deux complices ont de nombreux projets. Sous leur couverture de businessman, ils se rencontrent dans les bars de Manille, avec une prédilection pour les karaokés de la ville, sûrs de ne pas pouvoir être placés sur écoute. Le cadre est dépaysant, mais rien ne les détourne de leur mission. New York, New York. Peut-être ont-ils eux aussi entendu cet air célèbre comme un clin d'œil à leurs propres obsessions. Les deux hommes font des rencontres. Des filles de Manille, heureuses de fréquenter ces riches hommes d'affaires. Ils vont les utiliser pour mener à bien leurs plans. Les chargent d'acheter les composants pour la fabrication de leur prochaine bombe. Ils projettent tout d'abord d'assassiner Bill Clinton, mais optent finalement pour le pape, qui doit venir à Manille en janvier 1995. Ramzi a mis au point un nouveau dispositif diabolique indétectable. Il était là pour perfectionner une bombe qui allait devenir l'invention de la décennie, voire l'invention du siècle. C'est une bombe liquide indétectable par les détecteurs de métaux des aéroports. Et il l'a testée à plusieurs reprises. Un de ces essais s'est déroulé dans un cinéma de Manille, le Greenbelt Theatre, où il a fait placer une bombe liquide. Il a envoyé Khalid Sheikh Mohammed placer l'engin sous un siège de la salle de cinéma. Et elle a explosé à 10h30 du soir. Une seule personne sera blessée dans le cinéma, mais le test est concluant. Étape suivante, parvenir à introduire son dispositif dans un avion commercial.
Ramzi Youssef embarque à Manille à destination du Japon. Lors de l'escale prévue sur l'île de Cebu, il disparaît, laissant le dispositif sous un siège. La bombe explose, comme prévu, tuant un passager, mais le pilote parvient à poser l'avion au Japon. À une rangée de sièges près, l'avion aurait été brisé en vol. Je me suis rendu à Manille pour enquêter sur ce qui se passait. Mais on n'avait pas d'idée précise à ce stade de ce qui se préparait réellement. Par la suite, des renseignements ont émergé à propos du complot et ces renseignements sont d'ailleurs apparus de façon totalement fortuite, à la suite d'un incendie dans un appartement de Manille où ils étaient en train de fabriquer des explosifs. J'étais extrêmement impressionné par l'audace et l'ingéniosité de leur plan. Le complot prévoyait la destruction simultanée de 11 avions de ligne américains au-dessus du Pacifique et il a été à deux doigts de réussir. Le complot est en effet déjoué au dernier moment. Lorsque l'appartement où Ramzi fabrique ses explosifs prend feu, Ramzi s'enfuit, mais laisse derrière lui son ordinateur, grâce auquel la police découvre les détails du complot, baptisé Bojinka. L'un de ses complices, Abdul Hakim Mourad, un pilote de ligne, est arrêté. Il est interrogé par le colonel Mendoza, vétéran de la lutte contre les insurgés islamistes, qui menace de le livrer au service de renseignement israélien, le Mossad. Je lui ai dit, vous me racontez 50% de vérité et 50% de mensonges. Si vous dépassez les 50% de mensonges, alors j'arrête de perdre mon temps avec vous et je vous remets aux Israéliens. Je commence à perdre patience. Comment voulez-vous que je croie les histoires que vous inventez? Mais en réalité, je commençais à le croire. Pourquoi? Je l'ai lu dans son regard. Il ne clignait pas des yeux. Il me regardait bien en face. C'est ça que je cherchais. C'est un regard que je connais bien, que j'ai vu très souvent. C'est le regard d'un type qui dit la vérité. En poursuivant leur étude de l'ordinateur, les enquêteurs découvrent de nouveaux éléments. C'est la suite du plan Bojinka, dont la conception est radicalement nouvelle. Ce qui m'a vraiment surpris dans le troisième volet du projet Bojinka, c'est l'idée de prendre le contrôle d'un avion de ligne au-dessus des États-Unis, de se mettre aux commandes et de faire s'écraser l'appareil sur le siège de la CIA à Langley, en Virginie, et sur d'autres cibles. J'ai demandé à Mourad, comment vous êtes au courant? Parce que Ramzi Youssef me l'a dit. Alors vous avouez être un des pilotes. Monsieur Mourad, vous m'avez dit que vous aviez appris à piloter ici. Qui sont vos compagnons? Il y a un programme d'entraînement des pilotes aux États-Unis. Je n'en croyais pas mes oreilles. Monsieur Mourad a bien précisé qu'il s'agissait d'un attentat suicide commis en utilisant un avion. Vous pensez que certains des pilotes du 11 septembre étaient prêts à passer à l'action dès 1995? Oui, mes analyses tendent à montrer que certains étaient sans doute déjà là. J'ai des raisons de penser que ce plan a servi de modèle aux attaques du 11 septembre. Les informations qui nous sont parvenues à Washington via l'antenne de la CIA à Manille ont attiré l'attention de la Maison-Blanche sur un complot qui visait à faire exploser simultanément plusieurs avions en vol à l'aide d'une bombe placée dans l'appareil. Le terroriste descendait à une escale et la bombe sautait alors que l'avion avait redécollé.
On a concentré une grande partie de notre attention et de nos activités là-dessus. Mais jamais la CIA ne nous a dit « ce n'est pas la seule possibilité. Envisagez aussi des avions qui s'écrasent sur les immeubles. » Ces informations en provenance des Philippines sont pourtant capitales. 6 ans avant les attentats du 11 septembre, les terroristes avaient donc déjà imaginé utiliser des avions de ligne comme de redoutables armes qui prouveront leur terrible efficacité. À l'époque, on ne faisait pas le lien entre menaces islamistes et attentats suicides. L'époque des pirates de l'air qui détournent un avion vers Cuba était révolue. Là, tout le monde allait y passer. La perception du gouvernement américain dans son ensemble n'était pas vraiment en phase avec les nouvelles réalités. Il faut du temps pour que se produise un changement d'attitude par rapport aux menaces qui nous entourent. C'est un processus très lent. Le plus souvent, il faut qu'il y ait un changement de génération, ou bien qu'un événement dramatique vienne remettre en question l'opinion dominante. L'Amérique est alors sous le choc de l'attentat d'Oklahoma City, rapidement attribué à l'extrême droite américaine. C'est un bâtiment du gouvernement fédéral qui a été visé, faisant 168 morts et près de 700 blessés. Le poseur de bombes, Timothy McVeigh, sera condamné à mort. Une piste pourtant ébauchée au départ de l'enquête ne semble pas totalement explorée à ce jour. Personne ne semble prêter attention au fait que son complice, Terry Nichols, se trouvait quelques mois avant l'attentat aux Philippines et dans la même ville que Ramzi Youssef. On sait que Terry Nichols avait toutes les peines du monde à fabriquer une bombe qui fonctionne. Et quand il est rentré des Philippines, il savait comment faire. On sait que Terry Nichols et Ramzi Youssef étaient dans la même ville, au même moment. Drôle de coïncidence. Tous deux étaient intéressés par des bombes. Tous deux étaient des farouches ennemis du gouvernement américain. Est-il possible que dans une ville moyenne des Philippines, deux hommes intéressés par les explosifs et qui haïssent le gouvernement américain aient pu se rencontrer? C'est concevable. Les autorités américaines décident d'employer les grands moyens pour arrêter Ramzi Youssef. Sa tête est mise à prix pour $2 millions. Son portrait est imprimé sur des centaines de milliers de tracts distribués au Pakistan où il a désormais trouvé refuge. Le 7 février 1995, il est dénoncé et arrêté. Son oncle, Khalid Sheikh Mohammed, reste lui toujours en cavale. On a retrouvé sa trace au Qatar, où nos sources indiquaient qu'il travaillait pour le gouvernement qatari au ministère de l'eau. On voulait vraiment lui mettre la main dessus, mais je me suis dit que s'il travaillait pour le gouvernement, c'est que quelqu'un lui avait trouvé ce boulot. Et si on allait voir le gouvernement qatari en disant « arrêtez cet homme et livrez-le-nous », il y avait très peu de chances pour que ça aboutisse. Donc, je voulais que le FBI, en lien avec la CIA, s'empare de lui et l'extrade discrètement, sans rien dire aux Qataris. Le FBI a répondu qu'ils étaient incapables de monter un enlèvement à l'étranger. On s'est tourné vers la CIA. Mais la CIA a dit « on n'a pas d'antenne au Qatar et en plus, on n'a pas vraiment d'équipe spécialisée dans les enlèvements. » Alors on s'est adressé aux forces spéciales de l'armée américaine, à la Delta Force. On sait que vous avez des spécialistes de ce genre d'intervention. Ils nous ont répondu « c'est vrai, mais pour ce genre de mission, il nous faudrait 2000 hommes, des hélicos et un porte-avions en renfort. » Ce qui aurait éveillé les soupçons.
these departments and agencies don't naturally work together. Ces ministères et ces agences ont beaucoup de mal à travailler ensemble, à coopérer. Il faut donc qu'il y ait une personne ou un groupe de personnes qui prennent les choses en main, qui les forcent tous à aller dans la même direction. Parce que pour faire ce qu'ils ont à faire, ils doivent coopérer. Mais ça ne leur vient pas naturellement. Ça peut se faire à l'occasion, mais pour cela, il faut un conseil de sécurité nationale avec des gens qui connaissent bien les différentes agences et leur fonctionnement respectif. Il faut qu'il y ait cette structure pour faire asseoir tous ces chiens et chats dans une seule et même pièce et qu'ils s'engagent à faire ce qui doit être fait. Et en plus, il faut que cela soit fait à suffisamment haut niveau, que ce soit des chiens et chats qui ont un vrai pouvoir de décision. La Maison-Blanche n'avait plus le choix. Il fallait s'adresser au gouvernement du Qatar. J'ai appelé notre ambassadeur à Doha et je lui ai dit « Adressez-vous tout en haut, ne traitez qu'avec l'émir et surtout, dites-lui de n'en parler à personne. Qu'il ordonne à un détachement militaire composé d'hommes de confiance d'interpeller Khaled Sheikh Mohammed. Ils n'auront pas besoin de le garder longtemps. On enverra un avion immédiatement et on les en débarrassera. » Mais notre ambassadeur avait à peine été reçu par l'émir qu'il avait disparu. Il avait manifestement été averti par un membre du gouvernement qatari. Je pense que si on l'avait capturé à ce moment-là, ça n'aurait pas forcément dissuadé Ben Laden de perpétrer des attentats sur le sol américain, mais ça aurait éliminé le seul homme dans l'organisation de Ben Laden, puisqu'il faisait désormais partie d'Al-Qaïda, qui était capable de mener à bien les attentats. Pendant cette même période, au milieu des années 90, l'Arabie saoudite fait face à une importante poussée de l'extrémisme sunnite. Mais les États-Unis, et plus généralement le monde occidental, réalisent encore mal la portée de cette radicalisation de l'islam sunnite pour les années à venir. Nos dirigeants avaient grandi à une époque où les Palestiniens, ou les Brigades Rouges, représentaient les principales menaces terroristes, suivies à partir du milieu des années 90 par les chiites, notamment à cause du Hezbollah et de l'Iran. Donc pendant toutes les années 90, on a eu un mal fou à convaincre les gouvernements que les sunnites étaient une menace grandissante, et que, en raison de la taille de la population sunnite et de sa dispersion géographique, ça pouvait représenter à terme un danger beaucoup plus grand que les chiites. J'ai discuté plusieurs fois avec des membres de la famille royale et du gouvernement saoudien de la radicalisation de certains Saoudiens suite à des séjours en Afghanistan. Il y avait dans certaines mosquées des sermons très réactionnaires, extrémistes et menaçants. Mais les gens à qui j'en ai parlé ont fait preuve d'une complaisance tout à fait regrettable. Ils n'ont pas pris la menace avec suffisamment de sérieux. Cet homme en gris, aux côtés du roi Fahd, s'appelle Bakr Ben Laden. Il est l'un des hommes les plus puissants du royaume saoudien et le frère d'Oussama Ben Laden. Je dois connaître 11 frères d'Oussama Ben Laden. Ils sont tous très différents. Et j'ai le plus grand respect pour chacun d'entre eux. Chaque famille a son mouton noir. Et malheureusement, dans ce cas précis, il était extrêmement noir. Oussama Ben Laden était le 17e fils sur un total de 52 à 54 enfants. La particularité d'Oussama Ben Laden est qu'il est le seul enfant du dernier mariage de Mohammed Ben Laden.
Sa mère s'appelle Hamida. C'est une Syrienne d'origine palestinienne. On raconte que c'était une femme à la beauté remarquable et au caractère bien trempé. Ce n'était pas du tout une épouse soumise. Le mariage n'a pas duré longtemps. Mohamed Ben Laden s'est vite lassé d'elle et il a divorcé. Elle était surnommée Al-Bida, l'esclave. À la différence des autres épouses de Mohamed Ben Laden, qui lui ont toutes donné 2 ou 3 enfants, Hamida n'a eu qu'un fils, Oussama, qui était surnommé Ibn al-Bida, le fils de l'esclave. On peut donc penser que l'attitude de défi envers la famille royale saoudienne, dont il allait faire preuve plus tard, était en réalité une rébellion contre l'autorité paternelle. Cette autorité paternelle qui avait rejeté sa mère et qui avait fait de lui le fils de l'esclave. Pour bien comprendre l'entrée en scène de Ben Laden, il faut remonter quelques années en arrière, et plus précisément en 1990, au moment de la première guerre du Golfe. C'est de là que date son premier conflit avec la famille royale saoudienne. Après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, Ben Laden n'était bien sûr pas du tout content que l'Arabie saoudite laisse stationner des troupes étrangères sur son sol. Mais je suis certain que le roi non plus n'était pas enchanté de voir des troupes étrangères dans le pays. Ça ne réjouissait personne, mais c'était une nécessité. Ben Laden a suggéré une alternative. Au lieu de faire venir des troupes étrangères, je peux réunir des milliers de moudjahidines arabes et on chassera nous-mêmes Saddam Hussein du Koweït, pâté de maison par pâté de maison. Cette suggestion n'a jamais été prise au sérieux. Premièrement, il n'y avait aucune garantie que ça réussisse. Et deuxièmement, il y aurait eu un risque d'escalade militaire entre l'Arabie saoudite et l'Irak si les troupes étrangères n'avaient pas été là. Si Oussama Ben Laden avait réussi, il serait devenu un héros. Mais peut-être que personne n'avait envie qu'il devienne un héros. Quoi qu'il en soit, c'était un peu ridicule. Ben Laden a attiré notre attention parce que son argent était lié de façon croissante à des gens que les États-Unis trouvaient préoccupants. On l'appelait entre nous la Fondation Ford du terrorisme. Et il était très généreux. C'est d'abord par son soutien financier à plusieurs attentats commis depuis les années 90 que Ben Laden est repéré par les Américains. Brouillé avec les Saoudiens, il s'exile au Soudan, puis en Afghanistan. En février 1996, il déclare officiellement la guerre aux États-Unis, sous la forme d'un fax qu'il adresse à plusieurs journaux à travers le monde. Au même moment, un important transfuge du réseau de Ben Laden en apprend beaucoup aux Américains. Il s'appelle Jamal Al-Fadl. Ces informations permettent aux enquêteurs de pénétrer pour la première fois dans le réseau Al-Qaïda. On sait par Al-Fadl que Ben Laden l'a chargé d'obtenir de la matière fissile. Dans ces conditions, cela veut dire pouvoir attaquer n'importe qui et n'importe où. Il faut avoir à l'esprit ce que dit Ben Laden dans sa fatwa. Je vais la paraphraser parce que c'est capital. Ben Laden dit que le devoir de tout bon musulman, c'est de tuer des Américains où qu'ils se trouvent. Et il ne parle pas seulement des Américains, mais aussi de leurs alliés. Donc, ça veut dire tuer des Français, des Anglais, ou n'importe quel autre citoyen d'un pays allié des États-Unis. Pour moi, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous déclare la guerre, qui vous présente comme une cible légitime, qui veut vous assassiner, vous devez prendre cette menace au sérieux. La déclaration de Ben Laden est conforme à certains usages de l'islam, qui exigent qu'on avertisse son ennemi de ses intentions. Cette déclaration de guerre marque le début de la réelle prise de conscience par les autorités américaines de la menace. Une menace tous azimuts, diffuse,
Elle s'exerce désormais contre tout citoyen qui bien souvent n'a encore jamais entendu le nom d'Oussama Ben Laden. Mais pour le moment, les Américains tentent d'agir indirectement, en faisant pression sur leurs alliés, notamment l'Arabie saoudite. On a travaillé avec les Saoudiens pour essayer de trouver une solution. On espérait que les Saoudiens allaient réussir à le ramener au bercail, si vous voulez. On espérait, grâce à diverses incitations, comme la possibilité pour lui de revenir au pays, ou peut-être même grâce à des promesses de réforme, que Ben Laden soit finalement réabsorbé dans les milieux salafistes en Arabie saoudite et que le problème serait réglé. Des discussions ont eu lieu, et en particulier en 1995, lors de ma dernière entrevue avec lui, j'espérais réussir à le ramener dans le camp des modérés. J'ai essayé de le convaincre de prendre position contre un attentat terroriste qui avait eu lieu quelques mois plus tôt en Arabie saoudite. Ça aurait pu briser la glace entre lui et le gouvernement saoudien, et par la suite, par l'intermédiaire de sa famille, le gouvernement aurait pu faire un petit geste en lui permettant de revenir en Arabie saoudite. Mais malheureusement, Ben Laden n'avait pas l'indépendance nécessaire. Il était sous l'influence des radicaux égyptiens. Oussama Ben Laden est désormais chez lui en Afghanistan. Ses hommes se préparent au djihad dans ses camps d'entraînement. À ses côtés, un de ses frères d'armes dans la guerre contre les soviétiques, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri. Depuis le procès des assassins du président Sadat, ce médecin a entamé sa propre croisade contre son successeur Hosni Moubarak et les infidèles du monde entier. Zawahiri va tout faire pour que Ben Laden rejoigne sa guerre sainte. Quand Ayman al-Zawahiri a rejoint Ben Laden en 1997, il lui a dit « Ce que vous faites, ça ne vaut rien. Vous devez apprendre à mieux connaître votre ennemi, apprendre à le manipuler et à utiliser la puissance de cet ennemi pour qu'il devienne votre agence de relations publiques. » Alors Ben Laden a demandé « Et comment on fait ça ?» Al-Zawahiri a répondu « Les Américains, si on sait comment les provoquer, ils réagissent comme des cow-boys. Ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas le temps d'étudier les choses avec attention et de réagir avec sagesse. » La première chose à faire, c'est de laisser tomber les attentats contre les intérêts américains dans le Golfe. Il faut trouver un symbole de la puissance américaine et ensuite faire une déclaration qui dit que chaque Américain est une cible. L'ennemi, c'est l'identité américaine elle-même. Pour les musulmans, l'Amérique est une des causes de leur souffrance. Premièrement, parce qu'elle soutient Israël. Deuxièmement, parce qu'elle est un allié très proche de beaucoup de régimes fantoches, de beaucoup de régimes despotiques dans le monde arabo-musulman. Et troisièmement, parce que l'Amérique tue des Irakiens avec son embargo. Ils ont donc toutes les raisons du monde de haïr l'Amérique. Et aux yeux des musulmans, vous devez apparaître comme le sauveur, comme celui qui ose s'opposer à ce démon. Al-Zawahiri et Ben Laden mettent immédiatement leur stratégie en pratique. La cible, les deux ambassades américaines de Nairobi au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. Le mode opératoire, l'explosion simultanée de 2 bombes portées par des kamikazes. Bilan, 224 morts et plus de 5000 blessés. Kenyans et Tanzaniens pour la très grande majorité. Les États-Unis sont totalement pris de court. Ce sera la réelle prise de conscience du danger qu'ils ont tant tardé à mesurer. Le 20 août, 13 jours plus tard, c'est la réplique. Bill Clinton ordonne 2 séries de tirs de missiles sur des cibles en Afghanistan et au Soudan.
Il est en train de suivre à la lettre le plan imaginé par al-Zawahiri. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Personne ne le connaissait et d'un seul coup, tous les médias américains ne parlaient que de lui et essayaient d'en savoir plus à son sujet. On s'est retrouvé à balancer des missiles qui valaient des millions de dollars sur des tentes. Pour moi, c'était une grave erreur. C'était un type sans grande importance et on en a fait une vedette. Piqué à vif, le monde musulman se soulève contre les représailles américaines. La stratégie d'al-Zawahiri continue de fonctionner. Quand on a appris la nouvelle des attentats, l'opinion publique était à 50% contre, 50% pour dans le monde musulman. Mais quand Clinton a commencé à présenter Ben Laden comme un ennemi, alors 99% des musulmans ont soutenu Ben Laden. Ça a tout changé sur le plan psychologique. Une nouvelle figure émergeait, et les musulmans le voyaient comme un sauveur. Ils étaient ravis que quelqu'un ose défier les Américains. Les musulmans ont cru en Nasser, mais il les a déçus. Ils ont cru en Saddam Hussein, il les a déçus. Ils ont cru en Kadhafi, il les a déçus. Mais là, enfin, ils avaient trouvé leur sauveur. Les Saoudiens, en 1998, étaient arrivés à la conclusion que Ben Laden était non seulement une menace pour nous, mais aussi pour la famille royale. Ils étaient prêts à prendre des mesures contre lui, mais ils préféraient faire les choses à la saoudienne, c'est-à-dire en persuadant les talibans ou les Pakistanais de leur remettre Ben Laden, plutôt que d'avoir recours à des mesures plus radicales, comme une attaque de drone ou une frappe de missile téléguidée. Les Saoudiens pensaient que ça n'aurait fait qu'amplifier le mythe Ben Laden. Les Saoudiens ne parviennent pas à convaincre les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, de lâcher Ben Laden. Les Américains tentent alors le tout pour le tout en allant négocier directement à Kaboul. Bruce Riedel est du voyage. C'était vraiment la rencontre de deux mondes. On était assis sur des chaises, les talibans étaient assis par terre. On avait des attachés case et ils avaient des kalachnikovs et des lance-roquettes. On essayait de les convaincre que Ben Laden était un terroriste international. Ils étaient persuadés que c'était un djihadiste qui menait une guerre sainte. Moins de 12 heures après le double attentat, alors que les secours s'organisent, l'agent du FBI John Antichev arrive sur les lieux. Il est accompagné de 200 agents spéciaux qui vont mener l'enquête. C'était une vision de cauchemar. Ça a fait un choc de voir une ambassade complètement éventrée par une explosion, complètement sans dessus-dessous. L'école de secrétariat qui était juste à côté avait été littéralement aplatie comme une crêpe. Un suspect est rapidement repéré dans un hôtel de la ville. Il s'appelle Mohamed Sadiq Odeh. John Antichev est chargé de l'interroger. Je savais que c'était lui qui avait placé la bombe et qu'il était un moudjahidine. Je ne lui ai pas demandé s'il avait été en Afghanistan, je lui ai demandé où il avait combattu en Afghanistan. Il n'a pas pu se retenir, il m'a dit « J'étais à Jalalabad ». Je savais par de nombreux entretiens que j'avais menés au fil des années que c'était une bataille très importante, que c'était quelque chose d'avoir combattu là-bas. Alors j'ai dit « Vous avez dû être très courageux ». Et il a répondu « Oui, je l'étais ». Et là, je savais que je le tenais. Si j'avais été à sa place, j'aurais appelé quelqu'un pour dire que j'étais toujours en vie et pour qu'on me sorte de là. Alors je lui ai mis un crayon dans la main et je lui ai dit « Notez le premier numéro que vous avez appelé en revenant à l'hôtel ». J'ai tapé de la main sur la table, pas très fort, juste pour le secouer un peu. Il a noté un numéro de téléphone. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça s'est révélé être un numéro bien connu.
le numéro d'une planque au Yémen utilisée par Ben Laden. On avait donc la preuve que l'attentat avait été commis par Al-Qaïda. Le numéro recueilli par Antichev est celui de cette maison, au Yémen. Elle sert alors de relais pour toutes les communications téléphoniques entre Ben Laden en Afghanistan et ses hommes à travers le monde. La NSA, l'agence américaine spécialisée, place le numéro sur écoute. Mais l'Amérique se passionne alors pour une toute autre histoire. Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast. Would she be lying? That is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be lying? Yes, no, or won't answer? I will revert to my former statement. When we discussed retaliation with President Clinton, we were aware Quand on a discuté de représailles avec le président Clinton, on savait que certaines personnes verraient ça comme une tentative de détourner l'attention de ses problèmes politiques. Et quand on l'a évoqué, il s'est mis dans une colère noire et il a dit « Écoutez, mes problèmes politiques ne regardent que moi. C'est moi qui prends les décisions sur le plan politique et j'ai des conseillers dont c'est la spécialité. Vous êtes mes conseillers à la sécurité. Ne me parlez pas de politique. Donnez-moi votre avis sur ce qui touche à la sécurité nationale et laissez-moi prendre en compte le côté politique. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Le message était clair. Mais les informations fournies par la CIA ne sont pas toujours fiables. Une pluie de missiles atteint cette usine de Khartoum au Soudan, accusée à tort de fabriquer des armes chimiques pour Ben Laden. Le même jour, 75 missiles atteignent des camps d'entraînement où Ben Laden est repéré par la CIA. Mais il change ses plans. Et là encore, les missiles ratent leur cible principale. En réalité, en 98 ou 99, notre collecte de renseignements en Afghanistan laissait à désirer. Et après ce qui s'était passé le 20 août, avec les 2 séries de frappes ratées, la pression était montée d'un cran. On ne pouvait pas se permettre d'envoyer de nouveaux missiles dans la région et de manquer la cible. Ce n'était pas envisageable. On avait besoin d'informations très solides, parce que franchement, un président américain ne peut pas se permettre de lâcher des bombes sur des cibles qui ne sont pas avérées. Pour moi, on n'avait pas abordé le problème de la bonne manière. Des représailles, ils font sauter une ambassade, on bombarde un camp, ça ne résout rien, c'est sans fin. Il fallait cesser de penser en termes de représailles, il fallait penser en termes de destruction. Richard Clark prend les choses en main. Il veut en finir avec Al-Qaïda. Il met au point un plan d'attaque global qu'il baptise Delenda, un mot latin qui signifie « qui doit être détruit ». Le plan élabore une stratégie tous azimuts, diplomatique, financière et militaire. Mais sur ce dernier volet, les différentes composantes du gouvernement américain se divisent. L'élément central de Delenda n'a jamais été approuvé. C'était le bombardement systématique et soutenu des camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Mais jamais personne n'a été d'accord. On effectuait des bombardements réguliers en Irak en raison de la zone d'exclusion aérienne. On bombardait en ex-Yougoslavie. Et beaucoup de gens aux affaires étrangères et à la Maison-Blanche disaient « L'Amérique a déjà la réputation de bombarder à tout va. On n'a pas besoin d'un troisième pays qu'on arrose de missiles en permanence. » Pendant ce temps, l'enquête sur Al-Qaïda progresse, notamment grâce au numéro de téléphone de la maison du Yémen obtenu par John Antichev du FBI.
Les écoutes permettent à la CIA de recueillir une information essentielle. Une réunion au sommet d'Al-Qaïda doit avoir lieu le 5 janvier 2000 à Kuala Lumpur en Malaisie. Pourtant, en retour, la CIA ne communique pas cette information capitale au FBI. Selon moi, cette réunion était vraiment cruciale. On était 16 ou 18 mois avant le 11 septembre 2001, et on sait aujourd'hui que certains des hommes présents ce jour-là ont participé aux attentats du 11 septembre. Incroyable dysfonctionnement au sein des services. Tandis que le FBI tente de mettre la main sur ce réseau terroriste, la CIA ne transmet pas l'information, selon laquelle 2 de ses membres viennent de pénétrer sur le sol américain grâce à des visas à entrée multiples parfaitement en règle. Khalid al-Mihdhar et Nawaf al-Azmi ont joué un rôle très important dans le 11 septembre. Tous deux avaient suivi une formation de pilote et étaient présents à la réunion de Kuala Lumpur. Voilà le fond de ma pensée. Si on nous avait parlé de ces 2 types qui étaient sur le sol américain 16 ou 18 mois avant les attentats du 11 septembre, est-ce qu'on se serait intéressé à eux? Bien entendu. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 18 mois? Eh bien d'abord, on aurait pu les placer sous surveillance. Et on aurait probablement pu avoir l'autorisation de mettre leur téléphone sur écoute. On aurait mis en avant le fait qu'ils étaient des agents d'une puissance étrangère. Surveiller les forums où ils se connectaient, les cybercafés qu'ils fréquentaient, les transferts d'argent qu'ils effectuaient. Et avec toutes ces informations, vous ne croyez pas qu'on aurait eu vent du complot du 11 septembre? On aurait en tout cas découvert une bonne partie de ce qui se préparait. Pourtant, à l'époque, la lutte contre Al-Qaïda est confiée à une structure spéciale où siègent côte à côte représentants du FBI et de la CIA. Baptisée Alex Station, c'est une entité à part, hors cadre, qui fonctionne selon ses propres règles dans un lieu anonyme de la banlieue de Washington. Bien sûr que le FBI aurait dû être informé. Ça aurait dû être automatique. Il n'y avait aucune raison logique de ne pas les avertir. Voilà comment les choses se passent. Vous écrivez une dépêche, puis vous la faites passer électroniquement à la personne immédiatement au-dessus de vous. C'était moi le supérieur, donc j'ai reçu le message, je l'ai lu, et j'ai cliqué pour le transmettre à la personne suivante, qui était censée l'approuver ou le corriger avant de l'envoyer. Mais le message n'est pas allé plus loin que la personne à qui je l'avais envoyé. Je suis allé voir cette personne, qui m'a dit « Ça ne concerne pas le FBI. C'est une affaire qui regarde la CIA, parce que le prochain attentat d'Al-Qaïda aura lieu en Asie du Sud-Est. Si on juge bon de mettre le FBI au courant, on les mettra au courant. » 2 des futurs pirates du 11 septembre sont donc quelque part sur le territoire américain. Le compte à rebours entre dans sa dernière phase. La décision de ne pas partager avec le FBI l'information les concernant paraît aujourd'hui insensée, mais elle repose sur une pratique courante à l'époque entre services. Surnommée la muraille de Chine, elle a pour principe la protection des sources et des contacts des services secrets. Capitale dans le monde du renseignement. Il y avait 2 façons opposées d'aborder l'antiterrorisme, selon qu'on est dans les renseignements ou selon qu'on appartient aux forces de l'ordre. Les services de renseignement tentent de recueillir le plus d'informations possible sans intervenir pour voir si ça mène à d'autres éléments du complot terroriste. On laisse courir pendant assez longtemps avec le risque que le groupe qu'on suit passe à l'action et tue des gens avant qu'on ait décidé d'intervenir. À l'inverse, l'objectif du FBI était d'agir le plus tôt possible. Dès qu'on apprend que quelqu'un appartient à un groupe terroriste, on le coffre. La CIA est donc amenée, a toujours été amenée, à travailler avec des sales types,
Ce sont des gens qui ont du sang sur les mains. Mais quand on enquête sur un groupe terroriste, on sait qu'on ne va pas travailler avec des enfants de cœur. Nous sommes 18 mois avant les attentats du 11 septembre. La CIA connaît donc l'existence d'au moins 2 des futurs pirates, Khalid Al-Mihdhar et Nawaf Al-Azmi. Ils font partie d'un groupe qui sera bientôt coordonné par un jeune étudiant égyptien dont l'histoire retiendra le nom Mohamed Atta. Mohamed Atta a rencontré Ben Laden en 1998. C'était en Afghanistan. Le jeune homme est remarqué par le chef d'Al-Qaïda pour sa bravoure et ses qualités athlétiques. Mais pour le moment, Mohamed Atta semble un étudiant comme un autre au sein de l'Université technique de Hambourg, où il suit depuis plusieurs années des études d'urbanisme. Il n'était pas très différent de beaucoup d'autres jeunes de son âge. Et c'est ça qui fait peur. Moi, j'ai eu peur à un moment. Je suis égyptien comme lui. J'ai étudié à l'université du Caire comme lui. J'ai fait un master dans une université américaine. Il a fait un cours de langue dans une université américaine. Ensuite, je suis allé en Europe pour faire mon doctorat en Écosse. Et lui, il est allé en Allemagne pour faire son master. Alors quoi? Je pourrais être un terroriste, moi aussi. Mais bien sûr que non. Il était très en colère par rapport à la politique étrangère américaine, par rapport à ce que les Israéliens font subir aux Palestiniens. Alors je sais que certains Occidentaux n'aiment pas qu'on aborde cette question de la politique étrangère parce qu'ils pensent que c'est une tentative de légitimer le terrorisme. Ça ne justifie rien du tout. Mais ceci dit, si vous ignorez totalement les griefs exprimés par ces gens-là et que vous ne leur accordez pas la moindre importance, alors il y aura toujours un problème. Plus de 80% des nouveaux terroristes se sont radicalisés au sein de la diaspora. Il faut bien comprendre l'aliénation, l'impression d'insignifiance et de rejet qu'il a pu ressentir en Europe. Et il est loin d'être le seul dans ce cas. C'est un grand problème en Grande-Bretagne, c'est un grand problème en Espagne, en France. Et c'est là qu'un imam radical peut réussir à donner un sens à tout cela. Il va expliquer aux jeunes pourquoi il ressent ce sentiment d'échec. Et cet imam va aussi transfigurer le futur. Il ne s'agit pas simplement d'un suicide, il s'agit d'entrer au paradis. L'itinéraire de Mohamed Atta passe ensuite par la Floride, par la petite ville de Venice, précisément. Le jeune étudiant de Hambourg débarque dans cette station balnéaire où des retraités de tout le pays viennent couler des jours tranquilles. 3 des 4 pilotes qui étaient aux commandes le 11 septembre sont passés par l'école de pilotage de Venise. L'itinéraire d'Atta pose lui-même de nombreuses questions. On sait qu'il y est venu prendre des cours sur de petits avions de tourisme. On sait aussi que Mohamed Atta avait déjà pris des leçons de pilotage ailleurs, notamment aux Philippines. Que venait-il faire ici, précisément ici, alors que la Floride possède à elle seule plus de 250 écoles de pilotage? Un journaliste américain se consacre depuis plusieurs années à tenter d'apporter des réponses à ces questions. Mais plus il fouille, et plus les questions s'accumulent, avec au centre la question du rôle et de la stratégie de la CIA. La chose importante qu'il faut bien comprendre sur l'aérodrome de Venise, c'est son emplacement. Il donne directement sur le golfe du Mexique, ce qui veut dire qu'on peut atterrir et décoller sans être vu de la côte. Il faut ajouter à ça que personne à l'aérodrome ne vous verra non plus parce qu'il n'y a pas de tour de contrôle ici.
Ça signifie qu'il n'y a absolument aucune présence policière ici. Profitant de cette situation privilégiée, la CIA se sert régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale de l'aérodrome de Venise pour ses opérations d'infiltration des cartels de la drogue. Le long des pistes, voici l'école de pilotage où Mohamed Atta s'est inscrit 13 mois avant les attentats. Avant le 11 septembre, c'était une école de pilotage qui appartenait à un type du nom de Stan Huffman. Une petite école de pilotage en Floride qui formait des gens du coin. Une école comme beaucoup d'autres. Et puis, Wally Hilliard et Rudy Decker se sont pointés un jour et ils ont proposé à Stan Huffman de lui racheter son école cash. L'école n'était même pas à vendre. Ils lui en ont proposé 2 fois sa valeur. Stan Huffman a pris le fric et il est parti. Deckers et Hilliard ont immédiatement commencé à faire venir des élèves pilotes étrangers. Et peu de temps après, ici à Venice, 80% des élèves étaient arabes ou étrangers. Il se passait quelque chose ici qui n'avait rien à voir avec le pilotage. L'homme qui dirigeait l'école de pilotage, quand Mohamed Atta y a suivi des cours, était aussi le propriétaire d'un jet qui avait été saisi à l'aéroport d'Orlando par des agents de la brigade des stupéfiants armés de mitrailleuses. C'était 3 semaines après l'arrivée en Floride de Mohamed Atta. Et les stupes ont trouvé plus de 20 kilos d'héroïne dans l'avion. Il faut se demander pourquoi ils sont venus ici. Peut-être qu'ils ont choisi la Floride et Venise au hasard. C'est une possibilité. Mais si jamais ils sont venus à Venise parce que la CIA y menait des opérations secrètes depuis 40 ans, alors là, c'est une toute autre histoire. Il ne reste que quelques pièces pour assembler le puzzle. Ces pièces, ce sont les futurs pirates qui commencent à se regrouper aux États-Unis. Une course de vitesse s'est engagée, entre cette toile qui se tisse et que rien ne semble pouvoir arrêter, et les autorités américaines, profondément divisées sur la stratégie à mener. Tandis que la CIA poursuit ses opérations secrètes, les services de renseignement de l'armée américaine lancent leur propre programme, un programme secret pour traquer Al-Qaïda. Baptisé Able Danger, il repose sur l'utilisation d'ordinateurs ultra performants capables de recouper des millions de bases de données électroniques. Fondé sur l'analyse des profils terroristes déjà connus, il est capable de repérer toutes les connexions jugées suspectes par les services de renseignement. Le responsable d'Able Danger reçoit dans le courant de l'an 2000 un dossier concernant une cellule d'islamistes de Brooklyn avec à l'intérieur une photo. C'est celle de Mohamed Atta. On n'a pas apprécié l'information à sa juste mesure. On les a identifiés, lui et les autres, comme des membres actifs d'Al-Qaïda aux États-Unis. Ils correspondaient au profil de gens qui fréquentent certaines mosquées ici, et surtout au profil des individus qui étaient liés à la cellule de Brooklyn. La cellule de Brooklyn étant la cellule responsable de l'attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993. On voulait parler de ce groupe au FBI pour qu'il les surveille. On ne les ciblait pas individuellement, on s'intéressait uniquement au groupe. On nous a interdit d'enquêter sur eux individuellement parce qu'ils étaient rentrés dans le pays de manière légale. Et c'est là qu'on nous a dit d'arrêter. Et vous n'avez pas eu le droit d'en parler au FBI? Et nous n'avons pas eu le droit d'en parler au FBI. Al-Qaïda vient de frapper à nouveau. Non en Asie comme la CIA le prétendait, mais dans le golfe d'Aden, au large du Yémen. C'est un navire de guerre américain, le USS Cole, qui vient d'être touché par une attaque suicide. Un canot à moteur bourré d'explosifs. 17 marins meurent et 39 sont blessés. Pourtant, dès le début du mois d'octobre, les analystes d'Able Danger tentent d'alerter les autorités. Ils avaient bien repéré une suractivité des réseaux terroristes dans la région et étaient persuadés d'une attaque imminente. J'essayais de convaincre le FBI de prendre connaissance de ces renseignements, mais ils n'étaient pas très chauds non plus parce qu'ils avaient eux aussi des consignes.
leur marge de manœuvre était très restreinte, donc pour eux aussi c'était très compliqué. Il y avait ce cloisonnement entre les agences, et les gens comme moi qui voulaient simplement faire leur boulot n'y arrivaient pas. C'était très frustrant. Si les forces de l'ordre avaient été averties, elles auraient certainement pu arrêter ces gens. L'enquête sur le call provoque de vives tensions entre agences gouvernementales. Les rivalités et incompréhensions mutuelles sont en train de miner la capacité d'action et de réaction des États-Unis. Le FBI envoie John O'Neill pour effectuer sa propre enquête sur place. Personnage fort en gueule, il entre rapidement en conflit avec l'ambassadrice des États-Unis, Barbara Bodin. Mais au-delà de la querelle de personnes, les priorités divergentes des différentes institutions sont au cœur du conflit. John O'Neill périra dans l'effondrement des tours du World Trade Center. Le FBI se pointe et déclare « 17 marins ont été tués, de nombreux autres ont été blessés, un vaisseau américain a été endommagé. Quelqu'un doit aller en tôle pour ça. » Mais de son côté, la CIA dit « Très bien, super, on va trouver ces types, on va les coincer. Mais on a des opérations de renseignement en cours pour démanteler tout le réseau. Alors il vaut mieux attendre un peu avant de coffrer tel ou tel type. On va voir jusqu'où il peut nous faire remonter. Et dans l'intervalle, on va continuer à faire ami-ami avec tel ou tel salopard ou avec tel ou tel gouvernement. Ça ne nous enchante pas, mais c'est une vision stratégique à long terme. Et en plus, il y a les affaires étrangères qui, eux, ont une vision sur 50 ans. En tant qu'agent du FBI, je me contrefiche de cette vision sur 50 ans. Ce que je veux, c'est coincer les salauds qui ont assassiné ces marins. Je m'en moque de la politique et des politiciens. Et ça crée un conflit. Et là, John arrive et déclare « Ces types doivent aller en tôle et je veux que mes hommes soient protégés. » Il est là, le conflit. Au sommet de l'État, le responsable du contre-terrorisme, Richard Clarke, a bien conscience que la course contre la montre est engagée. Il tente de convaincre le président Clinton de lui accorder de nouveaux moyens pour traquer la tête du réseau, Ben Laden. On a eu l'accord du président pour mener une expérience. En septembre et en octobre 2000, on a fait des survols de l'Afghanistan avec le drone Predator et on a réussi à localiser Ben Laden. On l'a observé en direct. Nous, on était en Virginie devant nos écrans de télévision et on savait exactement ce qu'il faisait dans son camp en Afghanistan. Les images étaient filmées par le drone et relayées par satellite jusqu'en Virginie. On voyait Ben Laden en direct, mais il faut savoir qu'à l'époque, le Predator était uniquement un drone de reconnaissance. Il n'avait jamais transporté d'armes et il n'était pas construit pour cela. Mais on avait prouvé qu'on pouvait localiser Ben Laden et savoir en temps réel où il se trouvait. Good evening. Mais l'arrivée au pouvoir de George Bush va faire prendre un retard considérable à la lutte contre Al-Qaïda. La polémique sur le recomptage des voix a perturbé encore un peu plus le passage de témoins indispensables pour la continuité de l'État. Qu'est-ce qui les intéressait? La guerre des étoiles. Le projet de défense de Ronald Reagan contre les missiles balistiques. Ce qu'il y avait tout en haut de leur liste de préoccupations, leur principal sujet de conversation, c'était les négociations avec Moscou sur la défense stratégique. Mais les temps avaient changé. Il n'était pas nécessaire, et encore moins prioritaire, de s'occuper de missiles stratégiques. Il n'y avait aucun risque de guerre avec l'Union soviétique, avec la Russie. Personne n'allait balancer de missiles balistiques, ce n'était pas l'urgence, et pourtant, c'était leur priorité numéro 1. Et ensuite, il y avait la Chine et l'Irak, c'est-à-dire ce sur quoi ils travaillaient 8 ans plus tôt. Ils savaient que le monde avait changé, mais cela n'avait pas changé leur ordre du jour. Au cours de l'été 2001, les services de renseignement américains, mais aussi européens, s'inquiètent de rumeurs de menaces concordantes.
Il y avait des rumeurs dans la communauté djihadiste que quelque chose d'énorme se préparait. Mais c'était juste des rumeurs. Impossible de savoir quoi, où, quand et qui. Beaucoup d'indices se recoupaient et de sources très diverses. Des informateurs, on les écoute, la surveillance électronique, indiquaient que les membres du réseau Al-Qaïda pensaient qu'un attentat important était sur le point de se produire contre des intérêts américains. Certains membres de l'administration américaine ont compris exactement ce que ça voulait dire. Ce n'était pas une menace en l'air. Il avait fait sauter les ambassades. Il avait attaqué le Cole, le World Trade Center en 93 et tout le reste. Et nous fournissions de nouvelles informations en permanence. Ses intentions étaient claires. Ben Laden a dit qu'il allait nous attaquer avec une férocité toujours plus grande si on ne faisait pas ce qu'il voulait. On essayait, avec les informations dont on disposait, d'en apprendre le plus possible, le plus vite possible. Toutes ces rumeurs, tout ce bavardage, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi précisément, j'en sais rien. Mais ça va être très gros. Alarmé par ces rumeurs insistantes, Richard Clark juge qu'il est temps d'en avertir le nouveau président. Mais les jours passent et Clark ne parvient pas à obtenir le précieux rendez-vous. Un jour, le président a réagi et il a dit « Je reçois tous ces rapports disant qu'il va y avoir un attentat ici, un attentat là. J'en ai assez de tous ces rapports. J'ai l'impression de chasser les mouches. Je veux un plan d'action. » Le message a été transmis à Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale. Elle m'en a fait part et j'ai répondu « Je vous ai donné un plan d'action. Je vous en ai donné un en janvier. Je vous ai donné une version mise à jour depuis et ça fait des semaines que j'attends que le plan soit approuvé. Le président veut un plan d'action parfait. Tout ce qu'on demande, c'est de lui en donner un. » Et sa réponse a été « Très bien, on va réunir une commission, on programmera quelque chose. » Après avoir parlé de l'Irak, de la Chine et de la guerre des étoiles. Et enfin, une semaine avant le 11 septembre, une réunion de haut niveau a été organisée. Au cours de cette réunion, j'ai déclaré « Il faut armer le Predator et l'envoyer en Afghanistan pour attaquer Ben Laden et Al-Qaïda. » À ce stade, le drone était opérationnel. Ça faisait des mois qu'il était prêt. On était le 4 septembre. Et le directeur de la CIA, le plus haut gradé du Pentagone, Paul Wolfowitz, le secrétaire à la Défense, ils ont tous répondu « On ne veut pas armer le Predator. On ne veut pas faire voler le Predator en Afghanistan. On ne veut pas utiliser le Predator contre Al-Qaïda. » Pourquoi? La CIA a dit « Ce n'est pas notre boulot de faire voler des avions qui tuent des gens. » Le Pentagone a dit « Ce n'est pas notre boulot de faire voler des avions sans pilote qui tuent des gens. » Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'était « ça pourrait déclencher une polémique. Si on se trompe de cible, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Ou bien, ça pourrait être très coûteux. On ne va pas perdre des subventions, tout ça, pour que Dick Clark puisse financer son joujou. » En tout cas, quelle que soit la raison, ils ont refusé. C'est le jour J. Le 11 septembre au matin, Mohamed Atta embarque à l'aéroport de Portland. Il se rend à Boston et de là embarque à 7h59 pour son dernier voyage à bord du vol American Airlines 11, celui qui heurtera la première tour du World Trade Center. En l'espace d'une heure, suivant un plan minutieusement réglé,
les 19 pirates de l'air embarquent dans 4 avions différents en plusieurs points des États-Unis. Tout est désormais en place pour faire de ce jour celui de la plus spectaculaire série d'attentats de tous les temps. On le savait. On savait qu'un volcan était sur le point d'exploser. Et il a explosé. Très vite, le gouvernement américain publie la photo et les identités des 19 pirates de l'air. S'il a pu le faire si rapidement, c'est parce que la CIA connaissait, en tout cas pour certains d'entre eux, leur existence. Si vous me demandez de vous dire ce que je ressens à propos du 11 septembre, il y a une chose que je ne peux pas avaler. C'est l'histoire de Khalid al-Mihdhar et Nawaf al-Azmi. Je n'arrive pas à concevoir un tel niveau de dysfonctionnement. Ces deux types étaient présents aux États-Unis depuis plus d'1 an. Je ne voudrais pas être à la place de certains agents. Je vais mesurer mes paroles. J'ai la conviction que le FBI n'a pas été informé de la réunion en Malaisie, ni du fait que ces deux individus avaient des visas d'entrée aux États-Unis, parce que sinon, John O'Neill aurait pété un câble et aurait exigé d'avoir tous les détails sur cette opération. L'identité des types, leur demande de visa. Il les aurait mis sous surveillance et les aurait arrêtés. Il y a des gens qui me disent, et peut-être qu'ils ont raison, « Écoute, Mark, ces deux tours qui ont laissé un espace béant derrière moi auraient de toute façon fini par s'écrouler. » Parce que pour ces terroristes, c'était le Saint Graal. Si on avait arrêté ces 19 types, ou les deux qui étaient là au départ, deux autres auraient utilisé une autre méthode. Ils étaient décidés à faire tomber ces satanés tours. C'était juste une question de temps. Peut-être que ce serait arrivé un autre jour, c'est tout. Et qui sait ce qui se serait passé si on les avait suivis et appréhendés? On ne peut pas savoir. Et c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir désobéi aux ordres? Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Et je ne peux rien y faire. Absolument rien. Vous voulez me condamner? Vous voulez vous en prendre à moi? M'attaquer sur ma vie privée? Allez-y. J'en ai plus rien à foutre. Je suis fatigué. Fatigué d'être jugé. Fatigué. J'en ai marre. Mais oui, je le regrette. Au départ, quand j'ai entendu parler de cela après le 11 septembre, j'étais scandalisé, j'étais foudrage.
Puis après l'enquête de la commission, j'en ai conclu que le rapport avait dû arriver à la CIA un dimanche. Ou peut-être que quelqu'un était en vacances. Je me suis dit que ça devait être la faute d'un sous-fifre. Mais je me trompais. Tous ceux qui étaient impliqués dans l'antiterrorisme à la CIA étaient au courant, à commencer par le directeur. Plus de 50 personnes étaient au courant, 50. Et ça faisait plus d'1 an qu'ils étaient au courant. Et en 1 an, pas une fois, pas une seule fois, ils n'en ont parlé. Ni à moi, ni au directeur du FBI, ni au directeur adjoint du FBI chargé de l'antiterrorisme. Chacune de ces 50 personnes nous a caché ça pendant près d'1 an. C'était une politique délibérée qui venait de très haut à la CIA de dissimuler cette information à moi et au FBI. Vous n'avez jamais demandé des explications au directeur de la CIA par la suite? Je n'ai jamais eu de réponse claire. C'est une question essentielle. C'est effectivement une question cruciale. Je pense à tous les habitants de ce pays, et surtout à tous les habitants de New York, à tous ceux qui sont morts ce jour-là, aux pompiers, aux policiers qui ont fait leur boulot sans jamais poser la moindre question. Je pense à tous ces pauvres gens qui ont vu leur vie passer devant leurs yeux et qui ont sauté des tours. Vous avez tous vu les images. Qu'est-ce que les survivants, qu'est-ce que les familles peuvent ressentir? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut aujourd'hui les regarder en face et leur dire « On a fait tout ce qui pouvait être fait ». Je pense que de nombreuses questions restent sans réponse. La route du 11 septembre s'arrête ici. Toutes les pièces disponibles du puzzle ont été mises en place. Certaines manquent encore à ce jour. La figure d'ensemble est tout de même visible. Elle est inquiétante.